Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, le podcast qui débriefe toute l'actualité du Paris Saint-Germain et ses matchs. Et aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, le 154e numéro, on va revenir sur le match nul 1 partout face à Lorient hier, le 19e de Ligue 1, pour clôturer cette année 2021, dernier match de la saison du Paris Saint-Germain, dernier match de l'année sur l'année 2021 du Paris Saint-Germain qui se finit donc sur un match nul. On va débriefer tout ça avec mon équipe du jour. Tout d'abord, Mousse qui est là avec sa belle veste noire. Il n'a pas mis le sweat Wu-Tang aujourd'hui. Comment ça va, Mousse? Salut à tous. Écoute, ouais, ça va, ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller mieux, mais bon, écoute, on va prendre ce qu'il y a à prendre, hein, et on va se défouler pour la dernière de la saison. C'est bien. On va vider notre sac. Je pensais que tu allais faire une Herrera ou une Pochettino à dire c'est bien, on a 13 points d'avance sur le deuxième, c'est pas si mal. Non? Bon, non, surtout pas. Bon, je vais aller voir le coach maintenant, coach Yacine. Comment ça va, Yass? Salut à tous, ça va bien, très bien. Très bien. Ouais, très bien, parce que en fait, on va avoir un peu de repos. On en a fini avec toutes ces purges pour 2021. Donc on va pouvoir se reposer un peu les yeux, le cerveau, parce que l'année, elle a été horrible. Voilà, donc ça fait du bien. On va prendre un peu de vacances, quoi. Voilà, ça va faire du bien. On ne rejoue pas avant, donc ça sera PSG Vannes en Coupe de France, 16e de finale, le 3 janvier pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Et le prochain match de Ligue 1, vous savez, c'est contre qui? Bon match. Lyon contre Lyon. Lyon, le 9 janvier à 20h45. Donc voilà, pareil, qui va rattaquer fort sa saison, son début d'année, en tout cas en Ligue 1. Et enfin, pour terminer la bande, il nous fait toujours le plaisir d'être là avec nous. Ça va, Cédric? Cédric Lucas qui est avec nous. Bah écoute, ouais, ça va. Enfin, j'en ai un peu marre de voir des matchs de merde, mais sinon ça va. Ouais. Toi aussi, t'es content que l'année 2021 se termine? Ouais, j'espère que 2022, ça va redémarrer sous de bonne augure, mais bon, j'ai un peu de doute si on garde le même coach. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, mais je sens qu'elle va être, je sens que vous allez vous défouler dessus, sur les axes de progression pour 2022. Je sens que vous allez dire, faut tout raser, faut replanter des graines, des arbres et tout. Enfin, je sais pas si on a 2h30 de podcast, ouais, si hein. L'ensemble. On essaiera de faire un peu plus court, Yacine. Je vous ai pas demandé volontairement en amont vos axes de progression, comme ça on verra si vous avez à peu près les mêmes choses, mais bon, je pense qu'on voit tous les mêmes matchs, et on sait ce qui va pas. Après, peut-être que d'autres appuieront plus sur certains aspects, sur certains joueurs, voilà. On verra tout ça tout à l'heure, mais on va d'abord débriefer le match. Donc Lorient-Paris Saint-Germain, 1 partout hier pour la 19e journée de Ligue 1. Montconduit avait ouvert le score à la 40e d'une frappe magnifique que Navas n'a pu arrêter, et puis Icardi a égalisé dans le temps additionnel grâce à un excellent travail d'Achraf Hakimi sur le côté droit, et c'est la tête de l'Argentin qui a permis au Paris Saint-Germain d'égaliser. Et donc le classement de Ligue 1 à la mi-saison, le PSG est leader avec 46 points, 13 points d'écart avec le deuxième qui est Nice, qui a gagné hier 2-1 face à Lens, 33 points. Marseille est troisième, suit avec 33 points aussi. Rennes quatrième avec 31 points. Puis j'ai pris les autres équipes un peu cadors du championnat. Monaco avec sa victoire contre Rennes hier et 6e avec 29 points, commence à remonter petit à petit les hommes de Niko Kovac. Lille est 8e. Ça a été compliqué pour les Lois hier. Ils ont failli voir le match passer au travers parce qu'ils perdaient 2-1 face à Bordeaux au Matmut Atlantique, et finalement ils ont réussi à gagner 3-2 grâce à des buts de Yilmaz et Jonathan David. Et puis Lyon qui reste embourbé à la 13e place, seulement 24 points, match nul 1 partout face à Metz. Voilà, donc les Lyonnais, c'est toujours aussi compliqué pour prendre des points en Ligue 1. Mais intéressons-nous à notre match, donc ce Lorient-Paris Saint-Germain. J'ai cherché quand je travaillais mon podcast hier avant de me coucher, comment je vais les lancer au début. On va faire un débrief déjà un peu global, et ensuite on analysera mi-temps par mi-temps parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. Cédric, sur ce match dans sa globalité, avant de rentrer sur des points plus précis, il y avait Kylian Mbappé qui était absent. Je peux te redonner la compo du Paris Saint-Germain qui était donc un 4-3-3 avec Keylor Navas au goal, Nuno Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, un milieu de terrain Gay, Wijnaldum, Herrera, et puis une attaque devant avec Messi, Icardi et Di Maria. On a vu toujours autant le PSG avoir du mal à se créer du jeu. Bon, ça c'est pas une surprise, mais on a surtout vu Paris, et on l'a déjà vu plusieurs fois cette saison, se faire martyriser sur chaque contre-attaque lorientaise qu'ils ont très bien mené. On a vu que le milieu de terrain était complètement inexistant hier, que ce soit offensivement ou défensivement. Comment tu analyses, toi, ce un partout qui est miraculeux, il faut le dire?
comment je l'analyse? Si tu le fais du côté optimiste, tu te dis ouais, on a eu des occasions. Ça, c'est le seul côté optimiste. Hein. Et après, si tu l'analyses de l'autre côté, c'est une purge, quoi. C'est une purge. Défensivement, on est à l'ouest. Au milieu de terrain, c'est une catastrophe. Et devant, il y avait les pieds carrés. Ils ont loupé un nombre incalculable d'occasions. 10 tirs, 0 cadré à un moment donné. Il y a pas grand-chose de bon à retenir, si ce n'est l'entrée, malheureusement, il a pris un carton rouge, mais l'entrée de Ramos, qu'on aurait peut-être aimé voir dès le début avec une défense à 3. Et on voit que quand Hakimi est servi, bah, c'est un peu plus productif, quoi. Donc il faut arrêter d'avoir un axe, on en a déjà parlé, entre Di Maria et Messi, qui je pense, bouffe tout le reste du jeu. Voilà, il y a vraiment, je vois pas de positif à retenir de ce match-là, si ce n'est voilà, peut-être l'entrée de Ramos, et on voit qu'Hakimi joue un peu plus à ce moment-là. Mousse, c'est vrai que sur l'égalisation parisienne, je regardais sur le fil Twitter, en fait, les supporters parisiens n'étaient même pas contents d'égaliser. Ils auraient préféré que Paris perde face à Lorient, peut-être pour les piquer et qu'il y ait un autre discours peut-être de Pochettino en fin de match, en conférence de presse. Au final, est-ce que pour toi, l'égalisation de Hakimi est bonne pour le Paris Saint-Germain, ou peut-être qu'il aurait mieux fallu perdre contre le 19e pour marquer le coup, en tout cas, sur les choses qu'on dit depuis début de saison dans le podcast? Bon, moi, je suis pas trop pour ce genre de choses en disant ouais, c'était mieux qu'on perde, ça fera un déclic. D'abord parce que c'est le dernier match de la première partie de saison, qu'ensuite les joueurs vont aller en vacances. Je suis même pas sûr que ça les aurait travaillé plus que ça. Donc non, moi je suis quand même content d'avoir pris le point du match nul. Maintenant, c'est paradoxal parce que je trouvais qu'hier, en fait, il y avait de la maladresse des deux côtés parce que en première mi-temps, évidemment, sur les 2-3 contres intéressants de Lorient, s'ils n'avaient pas été maladroits, ça aurait pu faire très très mal. Et à contrario, si le PSG avait mieux cadré, parce qu'ils ont quand même eu des situations en première mi-temps, pareil, on aurait pu en coller 2 ou 3. Le problème, c'est que l'équipe composée, enfin comme elle était composée hier, on s'attendait pas à grand chose, notamment au milieu de terrain et notamment sur la création du jeu. Il nous manquait Marco Verratti. Il aurait pu le remplacer par un joueur plus technique au milieu. C'est pas le choix qu'il a fait. Alors peut-être qu'il se disait, on va jouer un relégable, ça va être difficile, etc. Je vais blinder mon milieu. Alors qu'on a bien vu que Lorient a joué en bloc bas et attendait juste des contres et envoyer des ballons à leur joueur rapide devant. Donc c'est désespérant parce que, en fait, moi, ce qui m'a gêné, c'est, notamment dans cette première mi-temps, c'est le manque de révolte. Je trouvais qu'encore en deuxième mi-temps, avec la rentrée de Ramos, on a vu des choses intéressantes, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les joueurs ne se parlent pas. T'as un capitaine, j'adore Marquinhos, hein, mais t'as un capitaine qui a pas ouvert sa bouche en 45 minutes, alors que tu te prends 2-3 vagues comme ça. Encore une fois, le milieu de terrain, t'as 3 milieux de terrain et t'es pas capable de bloquer une contre-attaque. C'est-à-dire que tout passé. Je parle même pas de Nuno Mendes, le pauvre. On avait un petit espoir en début de saison et bon, il sort à la mi-temps parce que côté gauche, il est catastrophique. Donc, écoute, je sais pas, c'est assez désespérant. C'est assez désespérant parce que même s'il est vrai qu'encore une fois, il te manque des joueurs importants, tu joues contre le 19e de Ligue 1. T'as pas besoin d'une armada pour faire un résultat à Lorient. Je suis désolé. Lorient, c'est l'équipe qui prend le plus de buts, je crois, une des plus mauvaises défenses du championnat. Surtout la pire attaque, Mousse. La pire attaque. Ouais, surtout la pire attaque. Et malgré tout, voilà, les contres, ils étaient fulgurants et heureusement qu'ils ont fait preuve de maladresse parce que on aurait pu prendre cher déjà en première mi-temps, même si encore une fois, on avait des occasions qu'on a ratées. Écoute, après, on fera le cas par cas, mais on finit pas bien l'année. Ils nous ont pas, pour Noël en tout cas, ils nous ont pas gâté nos joueurs. Yacine, c'est quand même dramatique qu'on se répète comme ça pratiquement tous les matchs, qu'on répète inlassablement les mêmes mots de cette équipe, sans que rien ne change et qu'on fasse les mêmes bilans à chaque podcast. Ça va être un podcast où on va répéter tellement de choses que je crois que ça va m'énerver en fait. Je voulais essayer d'être calme. Franchement, je m'étais dit, bon, tant pis, de toute façon, maintenant, c'est le dernier podcast, t'es premier, t'as 13 points d'avance, on passe à autre chose. Mais en fait, c'est pas possible parce que nous, on n'a pas les diplômes professionnels. On touche pas 9 millions d'euros par an. Mais on voit des choses juste basiques du football. C'est-à-dire qu'on ne veut même pas savoir ce qu'il a demandé aux joueurs. Tu mets 3 milieux défensifs, donc 3 milieux qui travaillent, on va dire, pas défensifs, mais 3 milieux qui travaillent. Donc, tu te fais transpercer. Tu mets 3 milieux qui travaillent,
dans un match où tu vas avoir entre 75 et 80% de possession de balle. Non mais moi je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, qu'il peut pas, il est pieds et mains liés par le Qatar, il peut pas faire ses choix, mais il va arrêter de se foutre de nous, sérieux. Non mais quand même à un moment donné, tu sais que tu vas avoir 75% de possession de balle. Comment tu peux pas mettre un joueur plus créatif au milieu de terrain et mettre Gay en 6 par exemple? Au lieu de mettre Herrera, franchement, c'est la dernière fois que j'en parle, il est nul. Voilà, il est nul. Non mais il est nul. Il sait pas s'orienter. Et même Messi, à un moment donné, il a craqué. Non, mais il sait pas s'orienter. Hein, il a même pas atteint le degré de dégueulasse. Il est juste nul. Ouais, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Ah, parce que je pense que Yacine, quand il dit dégueulasse, c'est qu'il apprécie quand même le joueur au fond et qu'il sait qu'il a les capacités. Je pense que là, c'est dit. Ouais. Nul. Voilà, c'est genre nul. Non, mais il sait pas s'orienter. À chaque touche de balle, il est obligé de faire 3 tours autour du ballon parce qu'il sait pas ce qui se passe, parce qu'il a rien vu. Non, mais c'est pas. Mais à un moment donné, c'est juste pas possible. Et encore une fois, moi là, je taille Herrera. Mais en fait, les vrais coupables, ce sont ceux qui leur donnent les contrats et ceux qui les mettent sur le terrain. Voilà. Parce qu'un joueur, il va pas voir le coach en lui disant moi, je suis titulaire et tu te la fermes. Donc, à un moment donné. Surtout qu'Herrera n'est pas du genre à dire ça non plus. Tu vois. Voilà. C'est pas voilà. Donc, ça veut dire que quand ils sont alignés comme ça, c'est l'entraîneur qui est coupable. Ton joueur, il est nul, arrête de le mettre. Donc, il y a ça. Il y a l'idée de 3 défenseurs, pas 3 défenseurs. Parce qu'à un moment donné, quand même, il va falloir qu'on parle tactique. Parce que moi, je veux bien, encore une fois, il ne peut pas tout faire. Et Messi, Mbappé, Neymar, et Di Maria, et ceci et cela. Non, mais hier, on a quand même joué la deuxième mi-temps avec 3 défenseurs axiaux de métier. Je parle pas sur le terrain, d'abord. 3 défenseurs axiaux de métier. On a cru que Di Maria était piston. Sauf que comme il revenait jamais, bah évidemment, parce que lui, c'est la star, mais lui, j'en peux plus de lui. Hein. Vous vous souvenez, attends. Il revenait pas. Donc, du coup, Hakimi, il revenait comme un latéral et Kimpembe, il défendait comme un latéral. C'est-à-dire que même quand tu as tes 3 axiaux, soi-disant, on avait dit, quand il y aura Ramos, Kimpembe et Marquinhos, il jouera enfin. Mais même là, tu n'as même pas été capable de mettre une vraie animation. C'est-à-dire que c'était un peu 3, un peu 4. On ne savait pas trop. Mais arrête. Le truc qu'il y a, c'est que c'est vrai que quand Ramos rentre, Hakimi, c'est vrai qu'il est un peu plus haut. Kimpembe, il est entre les deux, on va dire. Oui, mais quand on a le ballon. Oui, bien sûr. Quand on n'a pas le ballon, en fait, comme Di Maria ne redescend pas, du coup, Kimpembe, il coulisse comme un latéral. Hakimi, il revient. Et en fait, quand tu n'as pas le ballon, tu défends à 4. Ouais. Alors que ce qui nous intéressait, c'était justement de dire, dans l'animation, c'était bien à 3, mais de voir comment on était capable justement de défendre, puisque c'est sur les côtés qu'on est en difficulté, à 3. Mais en fait, tu le fais même pas puisque tu as laissé Di Maria rien faire. Cédric, pour poursuivre sur ce que disait Yacine. Non, mais c'est vrai que. En fait, si tu veux, quand je vois Ramos rentrer, ce qui m'étonne, même s'il a fait une première mi-temps qui est dégueulasse, pour reprendre un peu Yacine, ça m'étonne qu'il sorte Mendes. J'aurais bien aimé qu'il le laisse, au moins pour le voir évoluer dans un poste qui lui convient. Tu vois, vraiment. Et qui sorte un milieu de terrain. Voilà, mais à ce moment-là, tu sors un milieu de terrain. À ce moment-là, il fait sortir Mendes. Donc, du coup, c'est Di Maria qui doit prendre le poste de piston. Et comme dit Yacine, c'est pas possible puisque le mec, il revient pas. Donc, même quand il essaie de faire une tactique, elle est foireuse. Donc, techniquement, je suis désolé, mais Pochettino, c'est nul. C'est nul. Il est mauvais. Parce que même quand il veut faire un choix tactique, il sait pas le faire. Donc, je sais pas, c'est dramatique. Vraiment, c'est dramatique. On aura une page sur Pochettino tout à l'heure et j'ai pris 2-3 déclarations d'après-match qui changent un peu de ce qu'il dit habituellement dans ses discours où tout va bien, etc. Je vous les lirai tout à l'heure, elles sont intéressantes. Mais restons tout d'abord sur le débrief du match, on s'intéressera à son cas après. Mousse, c'est vrai on l'a vu en première période, Yacine en parle un peu. J'ai fait un screen des stats à la mi-temps. Je vais vous les donner, je l'ai sur mon téléphone. Alors, le Paris Saint-Germain a eu 81% de possession de balle, Lorient 19%, sauf que Lorient a tiré 11 fois et cadré 4 fois. Paris a tiré 6 fois, 0 tir cadré. Après, les autres stats, c'est pas intéressant, mais Lorient alors, certes, Lorient, ils ont des difficultés depuis le début de saison. C'est une équipe qui essaye quand même de jouer un peu, qui est pas. Là, hier, ils n'avaient pas d'autre choix. On a entendu d'ailleurs Thomas Monconduit à la mi-temps, il a dit que c'était le plan de jeu. C'était de défendre derrière et puis ensuite de se projeter en contre-attaque. Mais ces stats à la mi-temps,
elles interrogent quand même. Parce que Lorient était quand même en difficulté, restait sur 7 défaites d'affilée. Et Paris a été bousculé. Et c'est vrai qu'on en revient peut-être à ce milieu de terrain, je pense, qui va nous intéresser après, c'est que ce soit avec ou sans ballon, les trois, on les a pas vus. Que ce soit Wijnaldum, voilà, moi j'ai tendance un peu à défendre, mais là il est indéfendable sur son match d'hier parce qu'on l'a pas vu avec ou sans ballon. Gay, qu'on aussi défend d'habitude parce que c'est le seul qui surnage un peu de temps en temps défensivement, lui aussi n'y est pas. Et puis Herrera, Yacine vient de faire son cas. Tous ces éléments-là, Mousse, sont quand même inquiétants, en tout cas pour le milieu de terrain, pour 2022. C'est très très inquiétant parce que ça veut dire que tu as une équipe, le PSG, qui a que des internationaux, donc que des joueurs d'expérience, que de très bons joueurs. Tu as 81% de possession et tu ne trouves aucune solution. C'est très inquiétant. Face au 19e de Ligue 1 qui plus est. C'est-à-dire que tu vois, à chaque fois, tu rajoutes des arguments qui enfoncent le club. Évidemment que c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que il reste 5 matchs avant le 8e de finale. Alors même si on sait que le PSG, quand c'est la Ligue des Champions, ils vont toujours élever un peu leur niveau de jeu, mais parfois c'est même pas suffisant parce qu'on l'a vu face à Bruges et on l'a aussi vu face à Leipzig. Donc oui, c'est très inquiétant parce que il y a des joueurs dont tu es ultra dépendant et quand ils sont pas là, ça se ressent. Évidemment Mbappé, évidemment, et Marco Verratti, qu'on le veuille ou non, quand il est là et quand il joue au milieu de terrain, même si il y a des matchs où il peut se planter, mais aller à 75-80% des matchs quand il est titulaire, il est plutôt bon. Donc, encore une fois, tu as quand même des joueurs sur le banc, tu as de quoi le remplacer. Hier, il fait le choix, on parle du milieu de terrain, il fait le choix d'aligner, comme le dit Yacine, des joueurs travailleurs au profil plutôt défensif, alors que c'est vrai que Paredes n'est pas là pour les cas de Covid, il y a quelques absents, mais il y a quelques jeunes que tu peux intégrer aussi dans le terrain. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu parce que c'était la dernière journée? Il a eu peur, il s'est dit face à une équipe qui joue ça sauvé en Ligue 1, même si on est qu'en première partie de saison. Alors peut-être que les jeunes pour lui c'est pas assez suffisant, mais oui c'est très très inquiétant parce qu'encore une fois tu montres rien, il y a pas d'envie. On l'a dit encore une fois, les contre-attaques, le milieu n'a absolument pas géré, il s'est fait transpercer dans tous les sens. Il y a les choix de Pochettino évidemment. En deuxième mi-temps, on s'est tous dit c'est vrai que Mendes était en difficulté. Alors on aurait peut-être pu le laisser un peu plus haut sur le terrain, mais c'est vrai qu'en fin de temps il a été beaucoup en difficulté. Bon, on s'est dit il va peut-être, s'il sort Mendes, il fait rentrer Ramos, on va jouer dans une défense à 3, on va se réorganiser, et ça n'a même pas été le cas. Tu sors Mendes et puis tu joues encore avec une défense à 4 et en plus tu utilises Kimpembe comme latéral gauche, un poste auquel il n'a pas joué depuis plus de 2 ans je crois. Donc ouais, c'est très très inquiétant parce qu'encore une fois t'as l'impression que Pochettino il a perdu le fil, il a pas de solution. Et ce qui m'a encore plus inquiété, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai écouté un peu l'after hier et Daniel Riolo il a raconté une anecdote à quelqu'un du monde du foot très influent qui aurait déjeuné avec Pochettino cette semaine, qui lui aurait raconté l'anecdote et Pochettino lui aurait dit que il met des choses en place dans les matchs, il donne des consignes aux joueurs à l'entraînement et avant les matchs et il raconte que dès que l'arbitre siffle le début du match, les joueurs font absolument ce qu'ils veulent et ne respectent jamais les consignes que lui a mis en place, etc. Donc, je veux bien croire cette anecdote, je vois pas pourquoi il mentirait. Et en plus, franchement, quand on voit sur le terrain, on a bien envie de le croire. Donc, même si les joueurs lâchent l'entraîneur, c'est plus qu'inquiétant, Hugo. Yacine, une réaction sur cette petite anecdote livrée par Mousse, racontée par Daniel Riolo. Est-ce que ça pourrait être plausible aussi? Ça s'entend parfaitement. Le seul truc, c'est que je vais redire encore une fois ce que je dis 1000 fois. Si tes joueurs ne t'écoutent pas, alors pourquoi tu les sors pas? Mais puisque de toute façon, ils sont contre toi. Donc tu vas faire quoi? Tu vas te mettre plus à dos Neymar, Messi, Di Maria, tu vas te les mettre encore plus à dos. Mais de toute façon, ils ne te calculent pas. Donc au moins, essaye de leur rentrer dans la gueule en disant mais des jeunes. Tu veux jouer à ça? Tu sors. Et puis tant pis si ça part au clash. C'est pas grave, je l'assumerai. Ou alors, tu prends tes affaires et tu te casses. Mais t'arrêtes maintenant de nous raconter des salades et de nous dire « Ah, mais je peux rien leur demander. » Mais à un moment donné, tu sers à quoi? Juste à prendre ton chèque. C'est ça ta vie, c'est ça ton objectif, quoi. Prendre mon chèque. Ah, moi, je peux rien leur demander. Donc voilà. Donc on en revient toujours à la même chose. Quand je l'avais dit il y a plusieurs semaines, prends tes responsabilités à un moment donné quand un Neymar, quand un Messi, quand un Mbappé, quand un Di Maria se fout de ta gueule, sors-les.
on m'a dit, ouais, mais tu peux pas. Écoute, quand les joueurs ne te calculent plus, tu peux. Et de toute façon, on va arriver à la même conclusion qu'avec tout le monde. Il n'aura pas pris ses responsabilités. Il n'aura pas fait des choix à un moment donné sur le terrain avec les gros joueurs. Il partira, parce que honnêtement, à part un miracle, je ne vois pas ce qui peut se passer de positif cette saison. Et donc, il partira et il fera comme tout le monde, il dira. Mais je ne pouvais pas gérer, je ne pouvais pas les sortir du terrain, parce que quand on les sort, après, ça fait parler, machin. Je me suis fait planter par les joueurs. Et voilà, c'est tout. Comme tous les entraîneurs qui vont passer dans ce club. Donc, tant qu'il n'y en aura pas un qui aura décidé de prendre de les poser sur la table et de dire écoute, il n'y a pas de Neymar, il n'y a pas de Messi, quand vous vous foutez de ma gueule, vous dégagez. Voilà, c'est tout. Ah, mais en fait, Yacine, Cédric. Ouais, on en revient à ce que je disais quand je disais que je voulais un mec comme Conté. Il faut un mec qui ait du caractère avec ces joueurs-là et qui disent Neymar, Mbappé, Messi, mon cul sur la commode, je m'en fous. Tu te mets sur le banc, point barre. Voilà. Et c'est ça qu'il faut en fait au PSG. Il faut pas des mecs qui ouais non mais bon bah je vais peut-être le faire jouer sinon comme dit Yacine, sinon il va faire la gueule etc. Sur un match comme hier aussi, fais rentrer des jeunes. Je sais pas, enfin bouge les joueurs. Là les mecs ils sont dans un fauteuil. Donc c'est trop facile de dire oui les mecs m'écoutent pas sur le terrain et tout. Et oh gars c'est toi l'entraîneur. Bah c'est à toi de les bouger, c'est à toi de faire en sorte qu'ils t'écoutent. Il y en a un qui est rentré d'ailleurs de jeune, mais on l'a pas beaucoup vu. Je te lance après. C'est Sekou Yansane en attaque, mais bon, le pauvre, malheureusement, il s'est mis à côté d'Icardi. En gros, c'était un peu une attaque à deux, mais bon, malheureusement pour lui, le pauvre, il n'a pas eu de ballon à se mettre sous la dent. Mousse. Oui, non, deux choses. Je voulais rebondir sur ce que disait Yacine et après ce qu'a dit Cédric sur l'histoire de l'entraîneur qui démissionne ou il pose ses baloches sur la table. En vérité, ça ne concerne pas que le PSG. Enfin, je veux dire, un entraîneur qui est très très bien payé, dont le message ne passe plus dans n'importe quel grand club. Enfin, franchement, Yacine, ça n'existe plus. Les mecs, ils vont jusqu'au bout, ils essayent de gratter jusqu'au bout. L'erreur que fait Pochettino, c'est que de toute façon, si évidemment, il fait tout ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire que il voit un mec qui court pas, il le sort, etc. De toute façon, ça peut être que bénéfique parce que même si le PSG n'est pas content qu'il sorte des stars, il sera viré et il touchera son chèque. Donc, c'est vrai, je suis d'accord avec Yacine. Pourquoi il ne le fait pas? Parce que de toute façon, il sait que l'horizon est bouché. Donc, il te reste 3-4 mois. Essaye de montrer que tu n'es pas un tocard fini. Je suis persuadé que Pochettino, c'est pas un tocard. C'est la situation qui fait qu'il devient ce qu'il est devenu là. C'est tout. Après, l'histoire du chèque, encore une fois, Yacine, moi, je pense que dans tous les clubs, les mecs ne partent pas. Ils restent jusqu'à ce qu'on les vire. Donc, lui, c'est pas le truc. Et pour Conté, mon ami Cédric, si tu veux un mec comme Conté, il faut que la direction qui est au-dessus, elle soit sur la même ligne que Conté. Et ça n'arrivera jamais au PSG. Conté, il est trop fou. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que jamais Nasser lui dira oui, ta carte blanche, on te laisse faire, tu peux mettre Mbappé sur le banc, tu peux mettre Messi sur le banc. Je suis pas convaincu. Regarde quand il y avait Zlatan. Écoute, Conté, il faut qu'il ait les mains libres. Tu vois, il est champion avec l'Inter et il réussit à s'embrouiller avec sa direction. Tu vois ce que je veux dire? Et il quitte l'Inter à cause de ça. Conté, c'est un très bon entraîneur. Ce qu'il demande, c'est très très dur. Donc ça fatigue les joueurs. Il faut qu'en fait, Conté, il faut que l'équipe le suive, mais aussi le président, le directeur sportif, pour qu'il puisse travailler tranquillement. Mais quoi qu'il arrive, Conté, il fait toujours une très bonne première saison. Ensuite, après, ça se gâte parce que ce qu'il demande, c'est un peu compliqué. Et aussi, et j'arrête là, la gestion qu'il a des joueurs, c'est très très dur, quoi. Voilà, Conté, c'est un homme très dur. Et ce profil-là au PSG, moi, j'y crois pas parce qu'on le laissera pas travailler. Après, je te disais, un mec comme Conté, c'est un entraîneur avec du caractère. Mais il n'y a que lui. Il y a lui, il y a Klopp, il y a, tu vois ce que je veux dire, mais ça, c'est des mecs qui sont en place, tu pourras pas les bouger, quoi. Bah oui, mais bon, au final, on prend des Emery, on prend du Laurent Blanc. Lui, ça a marché parce qu'il y avait Zlatan. Mais tu vois, quand il y a un mec qui a du caractère, on va prendre l'exemple de Zlatan, bah l'équipe, elle tourne pas pareil. Les mecs, ils sont au charbon. C'est un joueur, c'est pas un entraîneur. Non, c'est pas lui qui il te faut des mecs de caractère aussi. Tu vois, dans l'équipe, pareil, au niveau des joueurs, je suis désolé, les joueurs qu'on recrute, on recrute des starlets, mais qui a du caractère dans cette équipe? Ah, Ramos, il en montre, hein. Moi je trouve ouais, que mais Ramos, il n'est pas encore. Il a fait 3 matchs, tu vois, il vient d'arriver. Donc, ouais, Ramos. On recrute pas de joueurs de caractère. Je pense que Ramos a été recruté aussi pour ça, pour ses qualités évidemment, mais aussi pour son côté meneur d'homme. C'est ce qui nous manque. Il a été blessé, on l'a pas beaucoup vu, c'est vrai, mais les 2 fois où on l'a vu, il a été plutôt intéressant et même dans son attitude, j'ai envie de te dire, quand il rentre hier en deuxième mi-temps, il a une attitude, il a un body language qui fait que tu sens que les mecs, c'est autre chose. Ben c'est ça qui vraiment... manque.
C'est ça qui nous manque vraiment au Paris Saint-Germain, c'est ça. Et Ramos, ce serait bien qu'il soit là plus souvent, parce que comme ça, au moins, on aurait ce type de joueur sur le terrain. Mais pour moi, il nous manque ce genre de joueur. Voilà, on n'a pas les joueurs de caractère qui voilà, à l'époque de notre équipe où on avait Zlatan, Matuidi, Thiago Motta, des mecs, voilà, des mecs qui étaient durs au mal et qui derrière gueulaient. J'ai une question, Yacine, par rapport à ce que parlaient Cédric et Mousse sur le fait que Pochettino n'ait pas les mains libres, qu'il y ait trop de centres de décision au Paris Saint-Germain et que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Je voulais comparer par exemple avec Pep Guardiola à Manchester City, qui a été racheté par un fonds d'investissement d'Abu Dhabi depuis 2008, donc ils sont sous pavillon émirati, qui fonctionne à peu près comme le Paris Saint-Germain, on va dire pas dans la structure, parce que Pep Guardiola, justement, c'est là la différence, est manager, lui. Il a les décisions, il a les mains libres. Quand il veut pas faire jouer un joueur et qu'il veut le faire partir, il décide des joueurs qu'il veut acheter au mercato et de toute la politique sportive autour du club, on va dire. De l'équipe première et aussi des jeunes, etc., qu'il veut mettre en place. À Paris, ça pourra, tant qu'il n'y aura pas, je sais pas, Nasser qui saute ou quelqu'un d'autre qui est mis à la place ou qu'on change complètement l'organisation, ça ne pourra jamais arriver. Donc comment faire en fait? On va arriver face à un mur à chaque fois par rapport à ce que l'entraîneur peut amener. Oui, mais en fait, tant que le sportif passera pas devant le marketing, bah, en fait, c'est ce qui arrivera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marketing, on l'a répété les dernières semaines, là, il est plus important que le sportif. Encore une fois, parce qu'il y a eu 2-3 commentaires, je répète, oui, le PSG aimerait gagner la Ligue des Champions. Oui, c'est un objectif. Mais non, tout n'est pas fait pour gagner la Ligue des Champions. Parce qu'à un moment donné, tu as la balance marketing Ligue des Champions, et le marketing est aujourd'hui plus important. Qui plus est, quand tu te rapproches de la Coupe du Monde au Qatar, etc., tout ce qu'on a déjà dit 1000 fois. Donc, tant que le sportif passe pas devant le marketing, on sera dans ce cas-là, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marketing est plus important, un joueur, puisque c'est eux qui te ramènent la visibilité, reste plus important que ce qui peut se passer sur le terrain. Voilà. Quand tu fais jouer Messi parce que en Asie, en Amérique du Sud, bah, l'audience va faire que tu vas mieux vendre tes matchs, plus vendre de maillots, parce que Messi est sur le terrain. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est après, attention, que les choses soient claires. C'est aussi l'histoire du foot. Il ne faut pas croire que c'est une exception. Le PSG, en fait, c'est une exception dans le sens où c'est un truc qui arrive comme ça d'un coup, ou c'est un truc qui est exponentiel, parce que Paris part d'un budget à 130 millions en 2011, aujourd'hui ils sont à 700 millions. Enfin bref, c'est un truc extraordinaire qui se passe. Mais c'est l'histoire du foot. C'est-à-dire que, rappelez-vous juste, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais les sélections, la Coupe du Monde 2002, quand la France fait un match contre la Corée, un match amical de préparation avant la Coupe du Monde, elle a dans son contrat l'obligation d'aligner ses gros joueurs, parce que c'est eux qui font ramener l'argent. Et il s'avère que, comme par hasard, Zidane se blesse sur ce match-là, etc. C'est l'histoire du foot qui est comme ça. Parce que les rentrées d'argent, il faut bien aller les trouver et qui te les ramène. Bah, malgré tout, ce sont les joueurs. Voilà, donc tant que le sportif passera pas devant, évidemment qu'on sera dans la même situation. Sauf miracle où tu tombes sur un mec comme Zlatan, etc., qui met lui dans sa tête le sportif au-dessus de tout le reste et qui a décidé que quand il est sur le terrain, c'est un compétiteur. Voilà, c'est tout. En fait, moi je pense que, pour ta question, Hugo, je pense que le jour où tu feras ce qu'ils ont fait en 2010, c'est-à-dire ils ont construit évidemment une équipe avec Leonardo, et de l'autre côté, pour la visibilité, le marketing et l'internationalisation du PSG, ils ont recruté Jean-Claude Blanc. Et force est de constater que ces 10 dernières années, il fait un boulot extraordinaire. Simplement, sur le sportif, tu n'as pas l'équivalent. Alors, on avait pensé que l'équivalent de Jean-Claude Blanc, c'était peut-être Leonardo. Et honnêtement, quand il arrive en 2011, c'est plutôt un recrutement intelligent jusqu'à son départ même. Hein. Quand tu prends la même, quand tu prends Lavezzi, Cavani, avant de partir, etc. D'ailleurs, cette équipe a vécu 4 ans après lui, pratiquement, avec son recrutement à lui. Et peut-être que l'erreur, à mon avis, peut-être que ça aurait pu continuer quelques années comme ça, en équilibrant le marketing et les sportifs, si Ancelotti était resté. Et l'erreur, moi, je pense que vraiment, parce qu'Ancelotti, il était taillé pour cette équipe. C'est quelqu'un qui était respecté, qui avait encore une belle aura à l'époque quand il arrive en 2010, respecté par tous les joueurs, et même par Zlatan Ibrahimovic. Voilà, respecté. Ancelotti, je sais plus quel joueur avait raconté, je crois que c'était Douchez ou je sais plus qui. Un grand entraîneur. Voilà. Non, mais qui avait dit que quand Ancelotti il gueulait sur Ibrahimovic dans le vestiaire. Hein. C'est le seul entraîneur qui a pu le faire. Oui, quoi, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Il lui avait jeté la bouteille, c'est ça? Et puis il n'a rien dit parce que.
C'est ça l'anecdote, je crois. L'anecdote, c'était que Ancelotti avait jeté une bouteille d'eau et Kibra avait rien dit parce que c'était Ancelotti. Du coup, il avait qu'à la faire. Enfin, il avait dit, je respecterai Ancelotti pour pouvoir répondre et lui dire quelque chose. C'était ça, hein, il me semble. Hein. Voilà, c'était un truc comme ça. Et du coup, je pense que si Ancelotti était resté quelques années encore, parce qu'il était plutôt heureux pour lui mettre des coups de pression suite à une défaite à Reims ou à Amiens, à chaque fois je confonds, je me rappelle plus. À Reims. Voilà, alors peut-être que là, le début du projet, peut-être qu'il était plus cohérent parce que d'un côté, tu avais Leonardo et Ancelotti qui au début s'entendaient très bien. Et bon, c'est vrai qu'à la fin, ça s'est mal passé entre les deux, mais là, tu avais un bel équilibre. Mais après, le problème, c'est qu'après le départ d'Ancelotti et même après le départ de Leonardo, on a un peu tâtonné. Alors, on a cherché beaucoup d'entraîneurs pour remplacer Ancelotti, puis finalement, personne n'était disponible. On a pris Laurent Blanc. Ça s'est plutôt bien passé. Mais on sait que c'était beaucoup de l'autogestion des joueurs, mais ça s'est quand même bien passé, malgré qu'ils étaient en autogestion. Sur le terrain, ils respectaient l'adversaire et surtout, ils respectaient le jeu. Et puis après, voilà, tu as pris des entraîneurs comme Emery, Tuchel, etc., où c'était un peu plus compliqué. Mais tant que tu n'as pas une harmonie entre ces deux strates, ça va être très, très compliqué. Et à City, parce que tu citais City, tu as Pep Guardiola, et c'est vrai, et tu as Tiki Bergenstein, qui bosse avec lui, qui est une sorte de directeur sportif, mais ils sont amis depuis très très longtemps. Et donc voilà, ils marchent la main dans la main. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'interférence entre les deux, et ça se passe plutôt bien. Il peut pas, et tu sais qu'il va pas te la mettre à l'envers ou parler dans ton dos ou parler aux joueurs à côté en disant ouais, je sais qu'il te met pas, machin, c'est un con, etc. Et c'est souvent ce qui arrive au PSG quand vous vous rappelez que les joueurs comme Thiago Silva ou d'autres parlaient directement avec Nasser en passant au type d'entraîneur. Voilà, ça n'arrive pas. Je veux dire, normalement dans un club de grande envergure, ça n'arrive pas. Et surtout, Hugo, Pep Guardiola, il cible ses joueurs en fonction du jeu qu'il va produire en première ligue. Il choisit pas parce que c'est le futur Ronaldo, c'est le futur Messi, ou tu vois ce que je veux dire. Ça n'a absolument rien à voir, quoi. Tu vois. Il choisit des profils et pas des noms. C'est ça la différence. Exactement, c'est ça. C'est des joueurs qui va pouvoir, c'est ça. Après, il adapte le nom au profil après. Ouais. Oui, mais il cherche pas absolument à avoir un nom. Tu vois, quand il prend Grealish, bon, il le prend aussi parce qu'il est anglais et qu'il a besoin. Bon quand même, Grealish, ouais. Mais il sait que Grealish, sans doute dans son esprit, il peut lui apporter quelque chose aussi. Tu vois. Cédric, du coup, on en arrive. Alors, on sort un peu du débrief du match. Hein. On est dans un débat depuis tout à l'heure sur Pochettino et sur quel entraîneur pourrait correspondre à ce PSG-là, en tout cas dans son organisation. Que faire alors du coup, Cédric? Parce que si Pochettino ne passe pas l'hiver comme Touré la saison dernière, on ne sait pas encore, hein, il peut se passer beaucoup de choses dans ce club. Qui prendre? Parce qu'on en a déjà parlé quelques fois dans le podcast, mais certains entraîneurs qui pourraient être là sont déjà dans des clubs. Qui tu verrais toi? Parce que tu parlais tout à l'heure que Carlo Ancelotti était un grand entraîneur et qu'il avait apporté dans sa manière de coacher, de gérer les égos, etc. Qui tu verrais pour prendre ce PSG-là? La problématique, c'est qu'aujourd'hui, les bons entraîneurs auxquels moi je pense, ils sont pris. Donc voilà. Et tu as toujours l'option Zinedine Zidane, dont tout le monde parle. Moi, il y a du pour, il y a du contre. Je connais pas trop l'entraîneur au niveau du caractère, au niveau de tout ça, mais après, il y a le charisme. Et c'est vrai qu'un mec comme Zidane, s'il te dit cours et fais ça, tu vas pas le regarder en disant mais t'es qui toi? Le mec, tu peux pas lui dire qu'est-ce que tu as gagné. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Tout. Donc c'est peut-être ça aussi dont on a besoin. Un mec qui a une légitimité et qui ne peut pas être recadré par un joueur. Voilà, au même titre que Zlatan ne recadrait pas Ancelotti, là, un mec comme Neymar ou comme Messi ou comme Mbappé, ils vont pas regarder Zidane en lui disant dis donc, qu'est-ce que tu me racontes? Là, Pochettino, tu peux lui dire ça. Tuchel, tu pouvais lui dire. Emery, tu pouvais lui dire. Mais un mec comme Zidane, c'est plus compliqué de lui dire ça quand même. Donc à la limite, voilà, c'est à peu près le seul entraîneur que je verrai. Et encore, je te dis, moi, j'émets quand même quelques doutes sur la capacité et le caractère à voir. Mais sinon, il n'y a personne d'autre. Tous les autres entraîneurs sont pris. Que ce soit Klopp, que ce soit Guardiola, que ce soit Conte, que ce soit Mancini, que ce soit voilà, ils sont tous dans des clubs. Donc c'est compliqué. Parce que c'est vrai que Yacine, Mousse et Cédric en parlaient, il y avait à l'époque de Laurent Blanc, il y avait des joueurs intelligents comme Ibrahimovic, comme Thiago Motta, qui n'auraient pas fait de vagues dans le vestiaire et qui savaient, c'était dans l'autogestion de Laurent Blanc, mais ça se passait bien aussi parce que les joueurs sur le terrain recadraient les mecs quand ça allait pas, parlaient, et ce qu'on ne voit pas aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc il manque ce genre de joueurs. Mais justement, que faire alors si Pochettino, qu'on comprend bien, il est en fin de cycle avec le Paris Saint-Germain déjà,
qui mettre à sa place pour arriver à sortir de ce contexte, quoi. Compliqué. Là, mais je dis pas que vous avez une réponse, hein, je pose la question comme ça. Moi-même, j'ai pas la réponse, hein, mais je pose la question. Moi, honnêtement, je vois pas parce qu'en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, le vestiaire, il est malgré tout, il est gangréné. C'est-à-dire que les joueurs ont des habitudes et en fait, ils en sortiront pas. Alors, tu vois, il y avait eu l'histoire avec Leonardo et Navas, le fameux affrontement après l'anniversaire, etc. Si tu veux, dans ce cas-là, la première chose que tu peux te dire, c'est bien. En tout cas, les joueurs, ils sont solidaires entre eux. Ok, ça, c'est la première réaction. Mais en vérité, sur la durée, c'est pas viable. Un vestiaire, il peut pas avoir le pouvoir sur le club. C'est pas eux qui décident quand ils ont le droit de sortir, ce qu'ils ont le droit de faire, se mettre sur les réseaux. À un moment donné, tu es payé, très très bien payé par un club, mais évidemment que tu représentes l'image du club, donc évidemment que tu peux pas faire ce que tu as envie. Donc, le droit et les obligations. Voilà, donc si tu veux, t'es toujours entre deux dans ce club. Tu vois, il y avait eu la période, Thiago Silva, il appelle directement Nasser. Après, il y a eu la période Neymar, Mbappé, et ils font ce qu'ils veulent. Et maintenant, on a carrément un vestiaire qui est coupé en deux, les Sud-Américains par les Sud-Américains. Ils sortent pas, ils font la fête, ils font ce qu'ils veulent, ils mettent sur les réseaux. Bref, bon, moi, ça fait que plus de 30 ans que je suis le football. Messi, on n'a jamais entendu d'histoire bizarre à Barcelone, mais je dis pas qu'il sortait pas ni rien. On n'a jamais entendu, il arrive à Paris, on a une histoire de gastro le soir de son ballon d'or. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Non, mais ce sont des faits, tu vois? Donc, en fait... D'ailleurs, d'après le papier de l'équipe, bon, je sais pas si c'est vrai ou pas, sur un peu les 6 premiers mois de cette saison, que les joueurs étaient passablement énervés que Icardi et Messi aient on va dire, cet accord pour ne pas venir à l'entraînement sous réserve de gastroentérite. Comment Paredes. Excuse-moi, Paredes, alors qu'ils avaient tous fait la bamboula la veille et qu'ils savaient très bien que c'est parce qu'ils n'étaient pas en forme. Voilà. Donc ça a énervé déjà le reste du groupe. Donc déjà, quand ça commence comme ça, c'est... Et bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème d'autorité. Normalement, ça aurait dû être amené par Leonardo. On voit bien qu'aujourd'hui, en tout cas, est-ce qu'il fait plus le poids ou est-ce qu'il sent que depuis cette altercation, en gros, il a plus le mot et il se dit, bon, de toute façon, ça sert à rien, je vais aller en clash avec eux encore, ça va être encore pire. Je sais pas. En tout cas, de toute façon, quand t'as pas de gouvernance et que t'as pas... Tu vois, je regardais, je crois que c'est Foden qui arrive en retard à l'entraînement ou je sais plus. Ouais. Pas dans le groupe, ouais. Non, mais c'est pas sur le banc. Il est pas dans le groupe. Ouais, pas dans le groupe, ouais. Voilà. Donc, ok, je sais très bien. Je sais d'avance. Hein? Et Grealish aussi. Les deux, ouais. Il les a foutus hors du groupe. Alors que Grealish, tu l'as acheté 75 millions d'euros. Non, plus. Non, t'es fou, 116, je crois. 115 millions, pardon. 115 millions d'euros. Bah, Guardiola, voilà, ça rejoint les angles que je disais tout à l'heure. On en revient à ce qu'on disait. Ouais. Ce que l'article du journal de l'équipe là dont vous parliez tous les deux, parce que c'est pareil. Je fais une petite aparté, mais moi je crois que c'était Yacine qui me l'avait envoyé. Donc je l'ai lu et puis après je suis parti voir un peu les commentaires sur les réseaux. Et en gros, quand l'équipe sort une info transfert qui va intéresser les supporters, tout le monde va la relayer, tout le monde va la commenter, etc. Dès que c'est négatif, ah là, c'est des mythos l'équipe. Bon, je suis pas un grand fan du journal de l'équipe, mais je peux vous dire que tout ce qui a été dit, hormis l'histoire entre Navas qu'aurait dit Caspar, il y a un moment, je crois que c'est Boulka qui vient dans le vestiaire et on dit que ça a jeté un petit pic en direction c'est les grands gardiens. C'est les grands des grands gardiens. Ça, je sais pas. Pour le reste, honnêtement, quasiment tout est vrai. Il y avait des choses que je savais déjà, et notamment sur les joueurs qui décident en arrivant au camp des loges. Ouais, non, je suis fatigué, je vais pas m'entraîner. Je vais aller faire un peu de soins, je vais aller à la salle, etc. Il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites aussi dans ce papier, dans le fonctionnement du club. Par exemple, je vais faire un parallèle avec le Bayern de Munich. Quand tu es au Bayern de Munich, tout est planifié. Tu vois? C'est-à-dire ta journée, dans ta journée, tu as de l'entraînement, tu as aussi le rapport avec les supporters où tu dois signer, tu vois, des cartes. Tu as tout un tas de choses qui sont prévues. Tu as aussi la communication, c'est-à-dire que tu vas à la chaîne du club et tu parles, etc. Machin. Il y a un protocole. Il y a les interviews aux médias, voilà, pour les supporters, etc. Maintenant, au PSG, comment ça se passe? On va voir les joueurs, on dit voilà, faudrait que tu fasses ça, on veut faire une interview. Non. Ok, merci, très bien. On n'insiste pas.
le joueur a le pouvoir. C'est lui qui décide s'il va parler ou s'il ne veut pas parler. Or, si tu vas dans tous les grands clubs, au service com, tout est bien géré, tout est bien réglé. Demain, c'est toi qui vas parler en zone mixte. Demain, tu vas faire la conférence de presse. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Alors, je dis pas qu'ils refusent de tout faire. On voit aussi des opérations caritatives où les joueurs y vont de bon cœur, etc. Mais le problème, c'est que le fonctionnement du PSG, il est tellement particulier que, comme l'a dit Yacine, on voit tout de suite que c'est les joueurs qui ont le pouvoir. Et ça n'arrive malheureusement que dans ce club. Et pourquoi ça arrive dans ce club? Parce que le patron, depuis 2010, Nasser Al-Khelaifi, il a toujours donné le pouvoir aux joueurs. Même si aujourd'hui, il est en retrait et il a compris ses erreurs. Et ça n'arrive quasiment plus. Mais le problème, c'est que dans la tête des joueurs, c'est eux les patrons. C'est eux qui décident et c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Et tant qu'on aura à la direction du PSG ces gens-là qui ont laissé faire ça, eh ben, on n'avancera pas. Donc, la solution, en vérité, c'est de tout changer. C'est de couper les têtes et remettre des gens qui connaissent le métier du football, qui connaissent ce milieu-là, qui savent comment marche un marché des transferts, qui ont une idée dans la tête, qui va travailler main dans la main avec le directeur sportif ou l'entraîneur. Ou bien, si tu veux pas de directeur sportif, tu prends l'entraîneur-manager avec lequel tu vas bien t'entendre. Mais tout ce qu'on se dit là, c'est pas possible. On parle d'un club professionnel où les joueurs sont extrêmement bien payés. Et c'est honteux de faire ce qu'ils font là depuis 2-3 ans, où tu sens que c'est des mecs, c'est eux qui ont les rênes, quoi, tu vois. Ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident de l'entraîneur, c'est eux qui décident le jour où ils vont accélérer, le jour où on va lever le pied. C'est incroyable. Pour un club du niveau du PSG qui prétend à ce qu'il prétend, c'est juste pas possible. Je te donne la parole après, Yacine. Cédric, tu voulais réagir, je te voyais tout à l'heure acquiescer sur ce que disait Mousse. Non, en fait, moi, la problématique aussi, je pense, de Leonardo, parce que je voulais rebondir sur Leonardo, je pense que là, maintenant, il se dit de toute façon, si ça va pas et si je gueule, ils vont aller pleurer auprès de Nasser. Et c'est un peu ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Parce que Leonardo, voilà, il est toujours au niveau du recrutement, il nous ramène des bons joueurs, il a des bonnes idées, même Mendes, Hakimi, tu vois, enfin bon, il est là, quoi. Il est là. Mais j'ai l'impression que même lui, il est rentré dans un mood, ouais, j'en ai marre. Tu vois, on voit qu'il a essayé, mais de toute façon, quoi que je fasse au-dessus, ils vont reprendre le lead et ils vont me casser la tête, donc je laisse pisser. Et c'est vraiment la sensation que tu ressens depuis 2-3 ans au PSG. Tu as l'impression que quoi qu'il se passe, que ce soit l'entraîneur, le directeur sportif, de toute façon, les joueurs, ils vont se dire, si je me prends la tête avec l'un des deux, c'est pas grave, je vais aller voir tonton Nasser. Et j'ai ce pouvoir-là. C'est ce que disait moi. Vraiment. Ouais, mais dans la tête, ils l'ont encore. Ils l'ont encore dans la tête. Donc en fait, ils avaient cette habitude-là, et même si cette année tu le fais plus, bah, tu as tes habitudes. Et les habitudes, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire changer. Donc soit tu as un mec qui arrive demain et qui dit c'est comme ça, qui prend le lead et qui dit les gars, tout va changer, sinon tu vas pas t'en sortir. Ça va continuer comme ça encore des années. Je suis d'accord avec Cédric quand même, parce que on le voit sur les dernières prises de parole de Leonardo, quand il est venu devant les journalistes, etc., on sent quand même qu'il a, moi je le trouvais un peu plus, pas volontaire, mais en tout cas un peu plus entreprenant, il disait plus de choses en tout cas dans la façon de parler des joueurs. Là tu sens qu'il veut pas froisser un tel, il veut pas froisser ci, quand il dit Mbappé c'est un joueur extraordinaire, etc., bon il peut pas dire autre chose, mais on va réussir peut-être à le plonger, je sais pas si vous avez vu, il a donné une... Non, Messi, quand il parle de Messi, c'est ça le pire. Voilà, quand il parle de Messi aussi, il y a 2-3 extraits, Yacine, à me dire dessus, enfin, de phrases qu'il a dites sur Messi, mais c'est vrai que ça me revient aussi sur le fait que, voilà, Messi, peu importe ce qu'il fera, il est intouchable, même si sur le terrain, ça répond moins présent. Et il avait donné, Leonardo, il y a pas longtemps, une conférence à Paris-Sorbonne, là, Paris-Sorbonne, je sais plus c'est quoi le nom, au Panthéon-Sorbonne 1, là, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, pardon, je vais y arriver, où on lui posait des questions sur certains joueurs, etc. Et en fait, avant, il se mouillait quand même un peu plus, Leonardo. Vous connaissez, il y a depuis quand il est arrivé en 2011, il était quand même vraiment soit le défenseur de l'équipe, soit il pouvait dire tel joueur a fait une connerie, soit machin. Là, maintenant, c'est l'impression, je froisse personne, je fais de la politique, quoi, limite comme Pochettino. Alors qu'on a connu un Leonardo plus incisif. Je sais pas ce que vous en pensez, Yacine et Mousse, mais. En fait, ce qui se passe. Je viens de voir Yacine. Ouais, en fait, ce qui se passe, Hugo, je pense que il y a eu évidemment le tournant avec l'histoire de l'anniversaire, où Leonardo a voulu affirmer son autorité, ce qui est plutôt une bonne chose en vérité. Hein. Voilà, alors peut-être que la manière, il peut-être s'y est pris un peu de manière un peu trop cavalière, j'ai envie de te dire,
Mais en vérité, c'est son rôle aussi de recadrer une équipe quand il sent que ça va pas bien. Et en plus, c'était entre 2 tours de Ligue des Champions. Et ensuite, qui plus est, après une défaite. Donc, évidemment que lui, en vérité, il est dans son rôle. Alors après, peut-être qu'il a été un peu trop fort et qu'évidemment, les joueurs se sont rébellés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus nuancé. Il est plus dans la critique des joueurs. Rappelez-vous, à un moment, il avait dit oui, tu peux pas arriver à l'entraînement en mangeant une barre de chocolat, t'entraîner, Voilà, ça. et ensuite ça il le disait parce qu'il visait certains joueurs, j'imagine. C'est un discours qui ne tiendra plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tellement peur dans cette direction que les joueurs partent, que les joueurs ne prolongent pas. Pour attirer des bons joueurs au PSG, on sait comment le PSG fait. Tu surpayes, t'as pas beaucoup de choix. Pourquoi? Parce que ton championnat, il fait, allez, je vais être un peu trivial, il fait pas bander. Donc, tu es obligé de surpayer. Et pareil, pour garder tes joueurs, il faut surtout pas les blesser, les vexer, etc. Parce que tu te dis, le jour où tu vas négocier une prolongation, les mecs, ils vont faire la gueule, tu vois, un peu comme les petits jeunes qui veulent pas prolonger, les Kai Swiss, tout ça. Les mecs envoyaient chier Leonardo à la fin, tu vois. Bon, après, c'est pas des grosses pertes, hein, mais par exemple, sur le cas Mbappé, qui est un cas criant, voilà, tu vois, t'as changé ton fusil d'épaule. Aujourd'hui, tu dis oui, c'est le meilleur joueur du monde, c'est ceci, c'est cela, alors que un mois avant, ton discours, il était axé sur Messi, tu vois, sur le fait d'avoir Messi, Neymar, etc. Donc, encore une fois, ce club ne fonctionne pas comme un club de foot, ou enfin un club sportif, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça que t'as ce genre de réaction et de comportement de joueurs. Yacine. Ouais, mais je confirme tout ce que dit Mousse, c'est-à-dire que je suis sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est une question d'autorité. Tu sais, c'est comme si, pour moi, ça ressemble tellement, tu sais, de toute façon, comme je le dis souvent, hein, les joueurs, c'est des grands enfants. Tu sais, ça ressemble à ce que tu dirais à ton fils. Attention, je vais t'enlever la console. Hein. Attention, je vais t'enlever la console. Hein. À un moment, si tu l'enlèves pas, tu penses qu'il s'arrête de jouer tout seul, lui? Bah, les footballeurs, c'est pareil. Non, mais... J'adore. Quand tu nous fais les petites métaphores, les petites comparaisons comme ça, Yacine, c'est quand t'es chaud, là. Mais les footballeurs, c'est la même chose. Si à un moment donné, tu ne sanctionnes pas, tu vois, dans l'article de l'équipe, ils disent le club a pensé à sanctionner Neymar et ils se sont ravisés. Mais en fait, c'est l'erreur fatale. Mais évidemment, si tu ne sanctionnes pas, tu crois quoi? Le mec, il va sortir tous les soirs, tu ne sanctionnes pas, il est blessé et tu crois qu'il va changer quelque chose. Mais qu'est-ce qui va changer? Rien du tout. Tant que tu lui prends pas la tête. Et tu sais, souvent, là, quand on dit, tu sais, la liberté aux joueurs. Alors évidemment, quand tu as un groupe avec Mota, avec Zlatan, avec des vrais professionnels, Silva, etc., oui, tu peux les laisser en autogestion parce que tu sais que c'est carré. Mais les mecs, ils pensent que, tu sais, quand je te laisse faire, je te montre que je te fais confiance, donc c'est bien. Mais 9 fois sur 10, ça se retourne contre toi. Ça n'existe pas, ça. Tu connais un être humain qui est capable de se gérer tout seul, sans avoir la pression, sans que tu lui mettes un cadre. Mais c'est une blague ou quoi? Si tu dis au mec, tu t'entraînes quand tu veux, ben il vient s'entraîner la veille du match. Les 4 premiers jours, il fait des soins. Non, mais où vous avez vu ça? Ça existe nulle part, ça. Tu vois? Donc, et en plus, le club n'est pas structuré pour ça. Donc, évidemment que Leonardo, aujourd'hui, on va se le dire clairement, il a baissé son froc. Voilà. Quand tu vois ses interviews, il peut plus parler. Voilà, il a même pas envie. C'est-à-dire qu'il peut plus parler. Parce que comme on a dit à la fin, l'histoire de Messi, là, Messi et Mbappé, c'est 80% des buts, mais en même temps, Mbappé et Navas, c'est 80% des buts. Donc évidemment que si tu mets Messi dedans, tu vas arriver à 80%. Je vous rappelle juste que Messi, il a mis un but en championnat. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'Hakimi, Herrera, Gay, ils ont plus marqué que Messi. Donc tu vois? Donc Messi et Mbappé, c'est 80%, mais Mbappé et Gay, c'est 88%. T'imagines? Donc bref. Donc voilà, c'est tout. Il a abdiqué. Il a abdiqué. Maintenant, comme on l'a dit, moi, je le redis encore une fois, moi, j'attends rien jusqu'à la Coupe du Monde. J'en attends plus rien. C'est-à-dire que s'il y a un exploit, on est en Ligue des Champions, on prend, hein, évidemment, on ne va pas cracher dessus. Mais j'attends rien jusqu'à la Coupe du Monde. Et l'entrée au centre d'entraînement de Poissy. Et là, on verra réellement s'il y a un changement de cap, à savoir maintenant, on est installé. Maintenant, on a des structures, parce qu'il faut quand même rappeler que le PSG, tout grand club qu'il est, le camp des loges, ce n'était pas lui. Vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas tes bâtiments. Et encore, ça s'est amélioré quand on comparé aux années 80. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Avant, c'est honte. Tu te rappelles, Yacine, ils y allaient en estafette. Tu vois, ouais, tu te garais là-bas. Ouais. Tu te garais à 500 mètres, ils prenaient le minibus. Ouais, laisse tomber, c'était ouf. Ridicule. Bref. Et en fait, là, tu vas avoir ton centre d'entraînement.
avec tout à l'intérieur. Tu as un centre médical, bref, c'est la structure du club, etc. Il y aura tout le monde, il y aura les féminines, etc., les Il y a jeunes. le judo, il y a le hand. Le judo, le hand, tous les pôles PSG, etc. Voilà. Ouais. Donc, je me dis, maintenant que tu es installé, tu as installé ta marque, tu es connu mondialement, etc. Tu as construit ton centre, pas juste pour faire beau, parce qu'il va quand même coûter entre 250 et 300 millions d'euros. Hein? Pour parachever tout ça, il manque le stade. Et là, ils sont au max. Oui. Après, le stade, il y a C'est en toujours. cours, le stade, c'est en cours. Ils discutent pour agrandir. Enfin, il y a pas mal de discussions avec la mairie de Paris, là. Après, de toute façon, tu sais très bien que le stade, tu vas l'agrandir de 12, 13 000 places maximum si tu arrives à gratter, mais ça ira pas beaucoup plus loin non plus. Hein. Pour les finances, je te parle, Yas, quand tu as ton propre stade. Ah oui, bien sûr. Tu génères tes propres revenus, c'est du revenu en plus, tu n'as plus de location à payer, etc. Bien sûr. Évidemment, quand c'est intéressant au niveau des marchés des transferts, quand tu as cette manne financière en plus qui provient de la billetterie, c'est quand même bien. Et en plus, tu peux créer des événements, louer, etc. Et puis même apparemment, ils discutent. Ils discutent pour le rachat aussi du parc, hein, il me semble. Et alors, on m'a dit que ça discutait beaucoup, qu'ils avaient même trouvé une solution pour agrandir à hauteur de 60 000 places. Donc, je crois que ça fait 10-15 000 places en plus. Et que la mairie n'est plus fermée comme elle l'était au début du projet Qatari. Ils sont beaucoup plus ouverts, la mairie de Paris. Moi, je trouve que ça serait formidable pour le PSG de récupérer le Parc des Princes. Donc, écoute, on croise les doigts. Juste une chose, je suis pas persuadé qu'il puisse acheter parce que c'est un monument. Il est classé, le Parc des Princes. Ouais. Donc, en fait, tu peux demander à l'agrandir. Tu peux faire ce qu'on appelle un bail amphithéotique, c'est-à-dire de 99 ans. Mais l'acheter, tu ne peux pas l'acheter, il est classé. Et vous avez vu le projet d'agrandissement qu'ils avaient fait avec le déplacement du périph' aussi? Ouais. Vu ça? Ouais. Mais il y a ça aussi le problème. Et parce que tu as le périph' en dessous, qui passe en dessous, donc avec l'architecture du parc qui est aussi différente. Ouais. C'est pour ça qu'ils peuvent l'agrandir à 60 et pas plus. Et là, ils ont fait des plans pour voir en décalant le périph' s'ils ne pouvaient pas agrandir à 4. Enfin, après, dans l'esprit des Qataris, eux, quand ils sont arrivés, je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, hein, mais eux, ça les dérangeait pas de délocaliser, hein, c'est-à-dire de construire leur stade, que ce soit en banlieue ou ailleurs. Voilà, eux, ça les dérangeait pas plus que ça. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'était important pour les supporters, le parc, mais tous les grands ont déménagé et ont laissé leur stade emblématique pour aller plus loin. Donc, voilà. Ils savent quand même que les supporters sont très attachés au Parc des Princes, donc difficile de toucher un monument comme ça du club. Mais c'est surtout si ton centre d'entraînement il est à Poissy et ton stade il est en dehors de Paris, la mairie de Paris elle va dire vous pouvez plus utiliser la marque Paris, c'est bah oui. Allez, appelez-vous le FC Poissy et faites pas. C'est clair. Non mais ils vont racheter Charletti. Apparemment niveau sécurité c'est pas mal Charletti. Attention, tu mets les pieds dans le plat d'un autre sujet. Les gars, je vais devoir vous quitter, moi. Ouais. Ah, parce que t'avais une heure de dispo? Ouais, midi, ouais. Ah oui, il est déjà midi. Ah, mais tu vois, on est sorti du débrief du match pour parler un peu politique sportive, etc. Et ça nous prend. Bien aussi. C'est bien aussi, ça change un peu. Moi, je préfère que c'était pas là. Le match, voilà quoi. Ouais, bah. De toute façon, hein, Cédric, je te le dis, on va parler de 2-3 cas, mais ça va aller rapidement. On préfère parler de l'avenir, etc. 2022 sur ce qu'il peut être possible de faire. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous. Bah, bonne fête les gars. Et vas-y, on se fait un podcast transfert. Enfin nous, je sais pas, ça a beaucoup bougé, mais on se fait un podcast rapidement après les fêtes si vous voulez. Ouais. On fera la liste au Père Noël, Cédric. Vas-y, on fait ça. Bonne fête les gars, à très vite. Ciao. Ciao Cédric. Ciao les gars. Merci. Bon, pour terminer ce petit podcast, tous les trois, c'est vrai qu'on est sorti pas mal du match. J'avais noté quelques thèmes. Ah si, j'ai un dossier quand même. On peut ouvrir quand même le dossier Di Maria. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, est-ce qu'on va parler de Ramos ou pas? Oui, on va parler de Ramos. Ouais, parce que je voulais dire Ramos sur Ramos parce qu'il y a un truc qui, depuis hier, ça me trotte dans la tête, il faut que je le dise. Bon, alors attends, on va commencer avec Ramos. Je te fais cette petite faveur et je vais te lancer dessus. Alors, j'explique Ramos qui a remplacé Nuno Mendes à la mi-temps. Expulsé à la suite de 2 cartons jaunes, un à la 81e et un à la 86e. Bon, le deuxième, moi, je trouve que c'est pas. Enfin, il tend un peu les fêtes pour gêner Mofi, mais je trouve que c'est dur parce que Mofi vient vraiment s'empaler dedans et tomber. Mais quand j'ai tweeté ça hier, on m'a dit, mais en Liga, il le faisait tout le temps, sauf que l'arbitre, il sifflait pas parce qu'en Liga, on souffle tout le temps, etc. Et qu'en Liga, ça siffle. Bon. Moi, je trouvais pas, je suis objectif, j'aurais pas sifflé deuxième jaune. De toute façon, il y a eu une belle journée d'arbitrage hier, ça a été un peu. On était pas mal.
J'ai vu qu'à Marseille, c'était aussi compliqué sur certaines décisions. Genre le 1, Il y a eu Lyon. Lyon Penalty aussi. Marseille, quand ils égalisent. Ouais. Il y a eu un penalty RE hier aussi pour Marseille. Hein. Ouais, mais il y a surtout, je crois, un rouge pour Boubacar Camara qui découpe, je sais plus qui, et Ouais, qui a pris qu'un jaune par Monsieur Le Texier. Il y a ça, il y a un coup de coude de Kaletacher dans la surface, enfin bref. Hier, c'était un festival, parce qu'il y a eu Lyon-Metz aussi, qui était un festival. Enfin bref. Bon, Yacine, Donc, Ramos. Ramos, alors, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de dire, ok, Ramos, il n'est pas prêt. Je vous le dis, moi, c'est clair, il n'est pas prêt physiquement. Tu le vois dans la façon qu'il a de se retourner pour accélérer. Il n'a pas de rythme encore. C'est logique, il en a son deuxième match, allez, on va dire même presque en 1 an. Parce qu'avec le Real, il a joué à Chelsea, il avait joué un autre match, je crois, mais il doit être à 4 matchs dans l'année, donc bref. Donc, il n'est pas prêt. Par contre, dans son positionnement, il est très intéressant parce que le début de deuxième mi-temps, Paris est dans le camp de Lorient, mais tout le monde est là-haut. Ça, c'est la première chose. Donc, il emmène les autres avec lui. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui regardent la Minute Coach, j'avais expliqué une fois, quand vous faites une passe, c'est un message. Le message, c'est je te donne le ballon dans les pieds, vas-y, amuse-toi. Si je te mets le ballon 2 mètres devant, je te le mets dans la course. En gros, je suis en train de te dire vas-y, faut y aller là. Donc, au lieu de te mettre le ballon dans les pieds, t'arrêter et de jouer tout arrêter, quand je te mets le ballon dans la course, je suis en train de te dire là maintenant, on y va. Donc, tu fais les 2 mètres de course et tu prends le ballon en mouvement et t'avances. Dans les passes de Ramos, le message, il est tellement clair. Les passes, elles sont frappées, elles sont intenses, il y a du mouvement, il y a de l'intensité et elles sont souvent données dans la course. En gros, il est en train de dire il n'y a pas de baballe là, on ne va pas faire tourner la balle pendant 2 heures. Quand je donne un ballon, c'est pour faire une différence. Et la dernière chose, c'est ses renversements, parce que c'est le seul qui renverse. Tu fixes d'un côté, tu sors avec lui, lui il va chercher Hakimi direct. Il ne se passe pas toujours quelque chose. Le foot, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas tu fixes, tu renverses, tu centres. Mais par contre, tu déplaces le bloc une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et là, à un moment donné, il va se passer quelque chose. Dans son attitude, franchement, honnêtement, il faut dire la vérité, même si on le savait déjà. Bon, voilà, c'est 3-4 niveaux au-dessus de tout le monde. Il est à des années-lumière du reste, hein, ça se voit. Évidemment. Et c'est dommage juste qu'il lui manque parce que sur 2-3 accélérations, tu vois qu'il est en difficulté. Donc, il prend un peu de largeur. C'est pour ça aussi que la défense à 3, ça peut être l'idéal parce que si tu le mets dans l'axe comme ça, couvert par 2 joueurs, plus les 2 latéraux, et je parle de 2 vrais latéraux, évidemment, il va être moins. Marquinhos et Kimpembe vont être plus près de lui. Donc, si à un moment donné, il y a de la profondeur à couvrir, ce sera plus simple. Voilà, parce qu'à 4, je pense qu'il est plus capable de le faire. D'ailleurs, les 2 matchs qu'il joue avec le Real l'année dernière, Zidane, pas forcément fan de la défense à 3, il l'utilise 2 fois dans une défense à 3. C'est pas rien. Voilà, c'est parce qu'il y a Ramos. Et qu'à un moment donné, tu te dis, vaut mieux qu'il soit là. Par contre, il faut que je le protège. Voilà. En tout cas, regardez bien encore une fois les passes, etc. Mais c'est ça le haut niveau. Voilà. Quand je fais une passe, elle ne met pas 2 jours et demi à arriver parce que je suis là tranquille et qu'on se balade. Toujours dans l'optique de faire progresser l'équipe, etc. et de progresser sur le terrain. Nous, c'est dommage du coup ce rouge parce que du coup, on va pas le voir pour. Alors, je pense c'est que ban. Ça sera qu'un match. Ouais. Ça sera le coup de. Bah oui, mais pas la Coupe de France du coup. Si. Si, quand tu prends c'est le rouge, c'est l'automatique. Ok. Oui, c'est vrai, pardon. Bon, du coup, Mousse, il nous prend le match de Coupe de France, donc pas très grave. Est-ce que tu es d'accord avec Yacine? J'imagine que oui, sur le fait que ce qui peut aider dans la défense, ce qui peut apporter en tout cas. Oui, j'avais même parlé en début de podcast et j'avais dit exactement ce que disait Yacine, c'est que dès qu'il entre, en fait, il change la façon de PSG de faire circuler le ballon, et notamment par son jeu long. Dès qu'il arrive, il trouve directement Hakimi sur un long ballon, il le trouve pas dans les pieds. Alors, comme le dit Yacine, ça n'aboutit pas toujours sur un débordement et un centre, mais tu gagnes 30-40 mètres. T'es pas là en train de tricoter avec le ballon au risque de te le faire piquer et de manger encore une autre contre-attaque. Et c'est vrai que même dans son attitude, il avait une vraie attitude de leader hier. Et vraiment, il y a des fois, encore une fois, j'adore Marquinhos, mais c'est vrai qu'il y a des fois, quand je voyais l'attitude de Ramos, je dis, il manque un truc autour du bras, quoi, tu vois, comme à Madrid, quoi, tu vois. Et tu sens que c'est lui qui peut. Là, sur la vitesse, je suis d'accord, il manque le physique, c'est pas encore ça. Et encore une fois, il a été pris dans une 2-3 fois sur les accélérations lorientaises, mais c'est tout à fait normal. Il a fait 3 mi-temps en tout.
Bah ouais. Depuis qu'il est là, tu vois, c'est pas grand-chose. Là, il va pouvoir se reposer. Il sera pas à Vannes, donc il va pouvoir travailler en espérant qu'il soit apte à jouer face à Lyon. Ce qui n'est pas sûr parce que là encore, il sera resté 15 jours sans jouer. Est-ce que Pochettino va se dire, je vais le mettre pour une reprise face à une équipe de Lyon qui est classée 13e aujourd'hui, qui est pas très bien, mais ça reste quand même une belle équipe de ce championnat. Mais Ramos, oui, dans le jeu et dans l'attitude, tu sens le poids de l'expérience en fait. Oui. Voilà, tu vois, tu te dis lui, il a pas joué à Sedan, à Reims, à Amiens, tu vois ce que je veux dire. Il a l'expérience des grands matchs et il a surtout l'attitude d'un vrai défenseur. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'évidemment, comme l'a dit Yacine, c'est qu'il commence à travailler le schéma à 3 derrière. Honnêtement, ça correspondrait totalement aux joueurs que tu as et ça permettra notamment d'exploiter les côtés d'une meilleure façon. Donc voilà, s'il est juste suspendu face à Vannes et qu'il revient face à Lyon et qu'il est en forme physique la deuxième partie de saison, je vois pas comment Pochettino pourra s'en passer, honnêtement. Alors à 3-4, je sais pas, mais je pense que, enfin, il a vu les 2-3 apparitions dans l'intelligence de jeu, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Il y avait d'ailleurs une petite question après-match posée à Mauricio Pochettino sur la rentrée de Ramos. Et Pochettino avait répondu: Sergio est entré parce qu'on voulait construire à 3 derrière avec Marquinhos et Presco, Kimpembe et lui, et avoir plus de percussions sur les côtés. Ça rejoint, enfin, c'est pour ça, ça répond aussi un peu à ce que tu faisais en débrief tactique, Yacine, tout à l'heure. Il était dans une position assez libre avec Angel à sa gauche. Ça a changé la manière d'attaquer notre positionnement. C'était mieux en seconde période. On a réussi à se procurer de meilleures occasions. On aurait pu marquer davantage, mais on n'a pas su les concrétiser. Sur son expulsion, c'est le football, non? S'il était resté chez lui ou sur le banc, ça n'aurait pas pu arriver, c'est sûr. Mais bon, ça peut arriver à n'importe quel joueur. Voilà les mots de... la déclaration. S'il était sur le banc, ça serait pas arrivé. Oui, bah oui. Je pense qu'il était un peu coincé, il savait pas trop quoi répondre. Quand Rémi Vercoutre, il a pris des rouges sur le banc. Là, mais ça me rappelle Garcia quand il disait ouais, mais si on avait égalisé, on n'aurait pas perdu, alors qu'il. Ah non, mais c'est clair. Une guerre, tu vois. Il y avait quand même, il y avait 2 autres déclarations. Bon, après on les reprend tout à l'heure parce que Pochettino en a beaucoup parlé. Je sais pas si on aura le temps d'en revenir dessus. On va plutôt se concentrer sur un autre joueur maintenant. On a parlé de Sergio Ramos. Parlons d'André Di Maria qui a essuyé beaucoup de critiques sur son match d'hier et ça fait plusieurs matchs qu'il est comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être même sa première partie de saison qui est pas bonne du tout. André Di Maria, Yacine, à l'image de son match hier, j'étais en train de le dire, première partie de saison assez catastrophique. Des choix qui sont pratiquement tous mauvais. Il a l'énorme occasion là en deuxième période sur le centre entrée de Messi. Bon, qui marque pas, c'est une chose, mais qui cadre même pas sa frappe, c'en est encore une autre. Alors que le but est grand ouvert. Et puis toujours se forcer à choisir Messi au détriment, en tout cas en première période quand il était encore côté droit, d'Hakimi qui a, lui, pour le coup, n'a jamais arrêté de faire sa pelle. Je me demande jusqu'à quand il va les faire, jusqu'à temps qu'ils disent j'en ai plein le cul et j'arrête. Désolé pour l'expression un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Je pense il pensait à ça, Achraf Hakimi. Di Maria, sur cette première partie de saison, au-delà aussi de son match, Yacine, tu peux faire un petit résumé de ce début de saison, en tout cas cette mi-saison d'André Di Maria. En fait, il y a plein de choses. Hier, franchement, je suis parti sur les podcasts, les anciens podcasts, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait un coup de gueule sur Di Maria. Et j'avais dit, ouais, moi, j'en peux plus de lui. Etc. Mais je me rappelle plus de la date et j'essaie de retrouver ce que j'avais dit à l'époque pour voir s'il y avait un lien. Parce qu'en fait, moi, de toute façon, je pense qu'il y a 2 choses. La première, c'est que Di Maria, quand il n'y a pas les gros joueurs, c'est plutôt un bon joueur qui prend ses responsabilités. On l'a parlé du fameux PSG Real 3-0, etc. Voilà. Maintenant, moi, je reste persuadé que quand il y a les gros joueurs, c'est un problème. Parce que soit il les cherche en permanence, soit il veut se montrer au niveau, soit il se met au niveau des autres. C'est-à-dire que, par exemple, on avait pris l'exemple de ceux qui défendent pas, donc lui, du coup, il se dit, bon, attends, moi, je vais pas faire l'effort non plus. Et en fait, Di Maria, il a souvent compensé par des coups d'éclair. Tu sais, la fameuse frappe contre Naples, voilà, des trucs comme ça, les buts contre le Real, parce que malgré tout, ce match-là aussi, il marque. Et Manchester United aussi. Voilà. Donc, en fait, des buts très importants. Oui, mais tu vois, c'est des trucs ponctuels. Mais globalement, ces saisons, tu peux pas te dire c'est le mec indispensable, il fait mal à la tête, il est régulier.
Il sait des hauts et des bas. Après, c'est le PSG. Attention, c'est pas que lui. Hein. Mais là, en ce moment, là, depuis le début de saison, c'est quand même la caricature du petit quartier qui joue avec son grand, quoi. À qui il doit donner tous les ballons. Non, mais je sais pas si vous avez vraiment fait attention hier, mais il y a des actions. Première mi-temps, notamment. Ah ouais, en première mi-temps. Et il y en a une en deuxième, quand il joue côté gauche. Il y a 3 Parisiens dans la surface. Il est parti essayer de trouver Messi en dehors de la surface, alors qu'il y avait au moins 3 ou 4 Lorientais à l'intérieur du. Mais arrête. Mais comment il n'y a personne qui peut lui dire? Comment il n'y a personne qui va l'attraper et lui dirait non, mais sinon, il n'y a que Messi avec toi. Mais tu sais quoi, prends un ballon, on va jouer avec Messi. Et cassez-vous tous les deux. Laissez-nous jouer au foot. Non, mais c'est pas possible de se comporter comme ça. Et même dans l'attitude, je trouve que avant il y avait cette attitude de au moins combattre. Des fois, il taclait, des fois un peu n'importe comment. Mais au moins, tu le voyais, il courait, il venait essayer d'emmener et tout. Il n'y a même plus ça. Voilà. Moi, j'ai l'impression que de voir un mec qui se dit il y a Messi, moi je joue avec Messi. Le coach, il est obligé de me mettre, en tout cas quand les autres sont pas là. Puisque il y a eu quelques matchs où il était sur le banc. Et la dernière chose, c'est que comme avec Tourelle, son passage sur le banc, au lieu de le piquer, et c'est là qu'on voit que c'est aussi un problème au PSG, au lieu de le piquer, en fait, c'est toujours l'inverse au PSG. Tu mets Di Maria sur le banc. Vous vous rappelez, Tourelle, l'année dernière, il le met sur le banc de match. Quand il revient, il est horrible. Dans l'attitude, dans le jeu, il est horrible. On dirait qu'il boude. En gros, ouais, tu m'as pas mis 2 matchs, je joue plus, je te défends pas, je jouerai pas pour toi. Et là, on a la même chose. C'est-à-dire que déjà, il était pas bon depuis le début de l'année. Il a passé 2 matchs sur le banc. Et là, il a décidé, je cours plus. Parce qu'hier, quand Pochettino dit on a décidé de construire à 3 avec les joueurs de couloir, c'est donc Di Maria, c'est couloir gauche. À quel moment il a été couloir gauche? Le mec, il a joué ailier gauche, il n'est jamais revenu défendre. Non. Ben voilà, donc c'est pas possible. En plus, il y a des. Bon, après, on sait que Di Maria, il utilise que son pied gauche, son pied droit, il ne sert que pour monter les marches. Mais c'est vraiment, il y a des situations, des fois, où tu peux la tenter du droit, etc., de centrer. Il reprend son pied gauche et il se fait rattraper à chaque fois par un défenseur qui intervient parce que tu as le temps de le voir. Comme il n'utilise jamais son pied droit, il devient prévisible, quoi. Donc, tu as le temps de le contrer. Surtout que quand il est côté droit, il peut essayer de rentrer dans l'axe ou alors profiter d'un appel d'Hakimi pour servir. Là, quand tu es côté gauche, t'as pas d'autre choix que de centrer directement ou d'essayer de partir directement avec ton pied gauche. Tu peux pas revenir avec le pied droit parce que tu l'utilises pas. Donc, j'ai pas compris ce choix tactique de le mettre côté gauche. Mais bon, enfin bref, c'est pas le premier. Hakimi pour lui, c'est le joueur de U10C ou U10D. Tu sais, quand tu lui fais les mélanges d'équipe et dire, oh non, prends pas lui. Il est nul. Non, mais c'est vrai ou pas? Non, mais c'est pas possible. Mais moi, surtout, Mousse, je pense que tu as dû le voir aussi, c'est Hakimi à quel point il le montre pas encore, mais on arrive à le distinguer parce qu'on a tous joué au foot, etc. Quand t'as pas les ballons, il fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et franchement, il continue à les faire, les appels. Il les fait tout le temps. Et d'ailleurs, c'est encore Hakimi, vous avez vu, où il est pratiquement posté ailier droit pour servir Icardi sur ce centre et qui permet l'égalisation. Et qui fait le travail tout seul. Hein. Personne ne l'aide. Hein. Il dribble 2 joueurs et il centre tout seul. Hein. Donc Hakimi, au bout d'un moment, il doit se dire, mais à quoi je sers, quoi, pour Di Maria et Messi en tout cas. Mais lui, en tout cas, il a jamais, Mousse, je pense qu'en plus, voilà, son compatriote marocain, il a jamais lâché et c'est lui qui a permis l'égalisation. Une partie de l'égalisation. Ouais, d'ailleurs, encore une fois, je pense que l'entrée de Ramos a permis aussi à Hakimi d'avoir plus de ballons et de prendre du plaisir. Je crois même qu'il a dû prendre un peu de plaisir. Ça faisait longtemps qu'il s'était pas amusé à essayer d'éliminer. Tu sais, côté droit éliminé pour centrer, ça c'était une de ses spécialités et on l'a très peu vu ces derniers matchs. Et en fait, l'entrée de Ramos, elle contribue à rendre meilleur Hakimi. Je pense qu'Hakimi s'est dit bon, je suis pas complètement cramé finalement, c'est juste les mecs qui veulent pas jouer avec moi. Donc, rassuré. En vacances, ça me rassure. Je suis pas devenu bidon en 6 mois. C'est juste que Ramos, lui, il distribue quand le mec, il est bien placé, peu importe qui c'est. À gauche, à droite, tiens, Hakimi, il est complètement seul, je renverse, direct. Il n'y a pas de, tu vois, il se pose pas 10 000 questions. Et donc, je pense que Hakimi se dit, bon, je suis pas complètement cuit, j'ai retrouvé pendant 45 minutes mes automatismes, tu l'as dit, hein, c'est lui qui amène le but qui égalise, voilà, face à Lorient. Et quant à Di Maria, moi, je me rappelle de l'arrivée de Di Maria où, quand il a joué dans une équipe qui était structurée, c'est-à-dire à l'époque, c'était le PSG de Laurent Blanc et on avait une équipe type qui se dégageait. Et du coup, je trouvais qu'il faisait des super bons matchs. Je crois que c'était lui je crois que le premier match, il rentre. Je crois que c'était face à Monaco.
et il met un ballon à Lavezzi. Ouais. Premier, passe décisive, Ouais, direct. Ouais, la défense. Ouais. Exactement. Et je trouve qu'à cette période-là, Di Maria, il était incroyable au PSG. Bah, il n'avait pas le même âge, évidemment. Je crois qu'il arrive après son titre avec le Real. Hein. Il arrive Ouais, en il part à Manchester, un an. il arrive au PSG en 2015-2016. Première saison. Ah, ça va, à Manchester. Ouais. Exactement. Il fait la À dernière Manchester, saison. Ouais, il fait la dernière saison avec Ibrahimovic, c'est ça, exactement. Et je trouvais qu'il était très très bon, même jusqu'à l'arrivée d'Emery encore en 2017, etc. Et là, on le reconnaît plus. Après, tu disais, Yacine, comment ça se fait, personne lui dit, lâche le ballon, il y a d'autres solutions, etc. Pareil, il a un statut maintenant, dit Yacine au PSG, tu le sais. Il est recordman de passes décisives au Paris Saint-Germain. Il a évidemment quelques saisons derrière lui qui sont assez exceptionnelles. Et je pense que c'est pareil. Et en plus, c'est un très bon ami de Sa Majesté Messi. Je pense qu'il y a des joueurs dans le vestiaire que tu ne peux pas critiquer, sauf peut-être dans son dos. Et je pense vraiment, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'article de l'équipe, etc. Moi, je pense qu'évidemment dans le vestiaire, et notamment peut-être chez les joueurs français ou francophones, un certain agacement, tu vois, de l'attitude de certains joueurs, que ce soit sur le terrain ou sur le fait qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent au niveau des entraînements, etc. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai problème dans le vestiaire, il y a une vraie cassure. Et après, Di Maria, je pense pas que ce soit un fouteur de merde, etc. Il a un côté boudeur quand il joue pas, c'est vrai, mais il a un vrai statut dans le vestiaire. Donc c'est difficile d'aller à son encontre ou de lui dire, enfin d'aller s'embrouiller avec lui. Je pense que les joueurs ils vont pas s'amuser à aller critiquer Angel Di Maria. Encore une fois, il y a un gros contingent de Sud-Américains, il y a des Argentins. L'entraîneur est argentin. T'imagines de l'autre côté que tu dois dire ouais je marche sur des œufs quoi, tu vois. Donc oui, Di Maria il a fait son temps. Merci pour tout. T'as été très sympa. Tu nous as mis des passes incroyables. T'as fait une belle carrière à Paris. Mais moi je pense que le prolonger encore d'une saison, c'est une très mauvaise idée et un très mauvais message. Malheureusement, je pense qu'ils vont le faire. Tu sais pourquoi? Parce que Messi est là encore une saison. Et je pense que, tu vois, c'est aussi le problème du PSG, c'est qu'on fait le mercato en fonction des amitiés des uns et des autres. Donc, je pense qu'on va pas y échapper. Et ça t'empêche, en même temps, d'aller travailler sur un gaucher, sur un ailier, un pur ailier, beaucoup plus jeune, qui va, tu vois, préparer l'avenir, etc. Parce que tant qu'il sera là, même si tu ramènes un jeune joueur au même poste, c'est Di Maria qui jouera quand il faudra faire les équipes. Il alignera Di Maria et non pas un jeune joueur. Donc voilà, Di Maria, moi je pense qu'il a fait son temps. Encore une fois, il a fait des choses incroyables. Il a un record de passes décisives qui est très dur à aller chercher. Et je pense que ça suffit. Et il y a beaucoup de joueurs dans son cas qu'il faudrait mettre dans un wagon et reconstruire derrière. Là, c'est pas possible. Septième saison de Di Maria au Paris Saint-Germain. Là, j'ai regardé ses stats. La première saison où il arrive, il fait 10 buts et 18 passes décisives en Ligue 1 et 3 buts et 3 passes d'ess en Ligue des Champions. Et en fait, c'est crescendo, ça a descendu petit à petit, en fait, ses stats. Après, deuxième saison où il était à 6 buts, 7 passes décisives. Il a fait une saison en 2010-2019, 12 buts, 11 passes décisives. En 2019-2020, c'était 8 buts, 14 passes décisives. L'année dernière, 5 buts, 9 passes décisives. Et puis, voilà, pour l'instant, 3 buts et 3 passes décisives, en tout cas, en ce qui concerne la Ligue 1. Et en Ligue des Champions, sa meilleure saison, c'était 2019-2020 où il a mis 3 buts et 6 passes décisives. Yacine, tu voulais rajouter quelque chose sur le cas de Di Maria? Non, mais je terminerai comme a dit Mousse, c'est-à-dire que ne faites pas l'erreur de le prolonger pour le prolonger. À un moment donné, il faut savoir dire stop pour renouveler, etc. Et en plus, c'est pas le genre de mec, tu vois, la limite, entre guillemets, s'il fait un effort sur son salaire, par exemple, et que tu te dis, tu viens dépanner, c'est-à-dire qu'en Ligue 1, voilà, s'il y a des absents, évidemment, tu joueras peut-être, mais tu passes après les autres. Mais c'est pas le genre de mec qui va accepter ça. Donc, de toute façon, ça sert à rien. À un moment donné, fais autre chose. Ou donne la place à un jeune, ou construis ton groupe autrement. Mais si c'est pour le prolonger, pour te garder un poids, un boulet comme ça sur la saison, ça sert à rien. En plus, le pire, salaire qu'il a. Tu sais quoi, le pire, Yacine, c'est le discours qu'il a. Il dit, ouais, moi, de toute façon, je veux prolonger parce que je veux que ce soit ma dernière année en Europe. C'est pas toi qui choisis, mon pote. C'est pas comme ça, la vie, tu vois. Si t'es moins bon, tu pars. Enfin, je veux dire, on te renouvelle pas. Et après, si tu veux continuer en Europe, tu continues. Si tu veux aller jouer à Miami parce que t'as 34 ans et que c'est plus simple et la vie, elle est belle là-bas, il fait beau, etc., vas-y. Mais on entend trop aussi souvent ce discours chez les joueurs du PSG, surtout ceux qui sont restés très longtemps, qui choisissent, qui disent, oui, je vais peut-être rester toute ma vie au PSG. J'ai salaire pendant un an. Bien sûr, et c'est incroyable. Il y a que dans ce club que tu vois que les mecs,
c'est eux qui disent oui, bah, je vais peut-être rester encore un an de plus, c'est sympa. Ouais. Mais en plus, Di Maria, à chaque fois, il dit oui, moi, c'est ma meilleure décision, c'était d'avoir signé à Ouais, Paris. ouais. Tant mieux. C'est très bien, on est très, très heureux et on est très content. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il faut y aller, monsieur. Il faut partir, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu vois, on parlait de Cavani, qui est parti aussi. Moi, à l'époque, j'avais dit, pourtant, moi, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour Cavani, hein. Je dois être un peu comme Clément, on est un peu des résistants, parce que vu qu'il est très mal vu par les supporters du PSG, soi-disant c'est un mercenaire, c'est un traître, etc. C'est un mec qui a mis 200 buts au PSG, moi c'est tout ce que je vois. Le reste, moi j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Ce que je vois, c'est quand il était sur le terrain, il mouillait le maillot, il transpirait pour le maillot du PSG. Le reste, moi c'est pas qu'il ait accepté, pas accepté de baisser son salaire, ça c'est pas mon problème. Mais Di Maria, oui, je pense qu'il fait partie des joueurs, il faut qu'il parte. Parce que si tu les as encore la saison prochaine, Hugo, on va repartir dans les mêmes, sur les mêmes bases. Bon, on aura le temps d'en reparler dans d'autres podcasts, mais 2-3 déclarations à vous donner pour un peu conclure ce podcast. Une d'Ander Herrera, bon, il y avait 3 réponses, mais je vais vous en donner qu'une. Je vais peut-être vous en donner 2. C'était une question d'Olivier Talleyrand hier au micro de Canal+. Et Ander Herrera, la question était: est-ce normal que le PSG ait autant de difficultés face au 19e de Ligue 1? Et Ander Herrera a répondu: aujourd'hui, ni Marseille, ni Lyon, ni Rennes n'ont gagné. C'est la Ligue 1, c'est fort. Quand les gens parlent de la Ligue 1, je crois qu'ils n'ont pas le respect suffisant pour toutes ces équipes. Lille a gagné contre Séville en Ligue des Champions, alors que tout le monde en Espagne dit que Séville va essayer de gagner la Liga. Monaco a gagné contre la Real Sociedad, alors que tout le monde dit que c'est une équipe prête pour gagner la Liga. Et quand on lui dit donc la Ligue 1 est plus dure que d'autres championnats pour vous, il répond bien sûr. On a vu que le niveau monte chaque année, nos adversaires sont plus organisés. Je pense qu'ils sont à chaque fois de mieux en mieux. Même avec tout ce qu'on dit là et les nombreuses occasions qu'on se procure et qui peuvent nous faire gagner le match, si on les transforme, je crois qu'on doit aussi avoir du respect. On doit donner de la valeur au fait qu'on ait 13 points de plus que le deuxième de Ligue 1. Je pense que cette statistique dit tout. Yacine, c'est vrai que cette phrase a interpellé un peu hier sur Twitter en disant que Herrera mettait un peu au détriment le jeu produit et le nombre de points. Bon, après, c'est normal, t'es joueur, tu vas pas dire mon équipe joue comme une merde, comme des merdes et on a été. Mais bon. Ouais, puis vu son jeu à lui, effectivement, il va pas mettre le jeu en avant. Donc, vaut mieux qu'il s'arrête au point et aux 13 points d'avance. Mais qu'est-ce que je te dis, Non, mais c'est sur cette déclaration-là, qu'est-ce que t'en penses, Yacine? Non, mais oui, évidemment. De toute façon, il y a un truc qu'il faut noter, mais c'est pas nouveau. C'est depuis 1 an, 2 ans maintenant. Oui, la Liga, elle est un peu en régression. Donc, c'est logique que tu aies rattrapé la Liga. Maintenant, on va pas non plus expliquer que ça fait 15 ans que les clubs français, ils tartent les Espagnols tous les ans. Parce que c'est la première année. Donc, mais année... là, il a les bons arguments, du coup. Voilà. Lille a battu Séville, Monaco, la Real Sociedad. Donc, voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 2 matchs cette année, tu es en train de nous expliquer une généralité, mais arrête tes bêtises. Non, moi je pense qu'il y a aujourd'hui, de toute façon, tu vois, l'élément de langage de Pochettino. Moi, quand j'entends Herrera, tu m'aurais dit c'est Pochettino qui a dit ça, je t'aurais dit ouais. Voilà, donc. Yacine, c'est ça. À partir du moment où tu te mets à faire des comparaisons avec d'autres clubs qui n'ont pas du tout le même budget, voilà, jouent pas du tout. Déjà, ça c'est un aveu de faiblesse. Déjà, quand tu commences à parler de Lyon et Monaco, etc. Bon, déjà, ça c'est pas bon. Et en plus, quand tu parles du niveau de la Ligue 1, certes, cette année, ça joue peut-être un peu mieux, mais regardez entre le 13e ou 14e et le 2e, en vérité, aujourd'hui, si on prend le classement et on se projette sur le mois de mai, qui peut dire aujourd'hui qui sera sur le podium? Nice est revenu sur le podium alors qu'il l'avait quitté, tu vois, il y a 3-4 journées, il n'y était plus. Rennes, on disait, Rennes, c'est bien. 2 défaites, je crois, en 3 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que la deuxième place, elle a changé 7 fois en 8 semaines. Ouais, c'était la place qu'il fallait pas avoir parce qu'à chaque fois, le deuxième perdait ou faisait match nul dès qu'il était à cette position-là. Exactement. Donc, ce qu'il dit sur les clubs français qui réussissent en Europa League ou en Conference League, ok, c'est vrai, le parcours il est bien. Ça reste parfois aussi un peu des exploits, mais sur le pain quotidien, sur le championnat de France, on réalise quand même que moi je trouve que c'est un peu le nivellement par le bas, parce que si t'as 6, 7, 8 équipes qui peuvent jouer le podium en deuxième partie de saison, c'est qu'il y a un problème, quoi. Tu vois, quand tu vois que Lyon est 13e, c'est pas sa place. Marseille qui arrive pas à se stabiliser sur le podium, là ils y sont, mais je veux dire ils y étaient, ils en sortent, ils reviennent, etc. Donc je suis pas sûr que le niveau de la Ligue 1, ça joue un peu mieux certes, mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Et d'ailleurs Paris se balade en jouant mal. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Il y a que 6 points d'écart, parce que tu parlais du classement, entre Lens qui est 9e avec 27 points
il y a que 6 points d'écart avec le deuxième qui est Nice. Quand tu vois la différence déjà en Bundesliga et en Première Ligue, où les gros s'échappent déjà par rapport aux autres clubs, c'est vrai qu'en Ligue 1, en tout cas, tout peut encore se passer. Et je voulais vous donner 2 dernières déclarations de Pochettino sur l'après-match. Quel regard, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, la question était, quel regard portez-vous sur ce match au cours duquel vous vous êtes procuré de nombreuses occasions, mais avez aussi connu quelques difficultés posées par Lorient? Et je donne la réponse de Pochettino parce que, même si vous allez me dire c'est pas flamboyant, c'est déjà un peu mieux que ce qu'on lit habituellement. Je donne la réponse de Mauricio Pochettino. Je pense qu'on a plutôt bien démarré la première mi-temps avec l'occasion de Mauro Icardi, qui n'a pas pu concrétiser, mais ensuite, on n'a pas été bon dans notre jeu de position. Il y a eu beaucoup d'erreurs et de mésententes de notre côté. À chaque ballon qu'on perdait, on a créé la possibilité pour Lorient de nous faire mal en transition sur des attaques rapides. On avait le ballon et largement la position, mais sans réellement dominer le jeu. Bon, déjà, c'est quand même un peu plus... voilà, peut-être qu'il a ouvert les yeux sur ce match. Bon, on n'était pas habitué à voir ça. D'habitude, c'était, bon, au final, on a quand même un point, on a eu les occasions, on aurait pu gagner en deuxième période. C'est déjà une progression, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oui, l'analyse est bonne. Il a été plutôt lucide. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça change un peu des déclarations où il dit oui, on méritait de gagner, etc. Après, voilà, les discours, c'est bien, mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même voir des choses. Et j'ai peur d'ailleurs que le 3 janvier, à la reprise contre Vannes, alors j'ai pas peur de perdre contre Vannes, évidemment, mais je pense que l'équipe sera pas du tout au complet. Ils vont à peine revenir de vacances. Ça va jouer, il va peut-être faire -5. Je sais pas quelle équipe on va voir, et donc je sais pas comment tu vas pouvoir préparer Lyon. Ça risque d'être un peu compliqué. Voilà. Déjà, et en plus, les joueurs reprennent le premier et les Sud-Américains reprennent le 2, ça veut dire la veille du match. Donc, tu te doutes bien que déjà eux, on va pas les voir. Et en plus, il me semble qu'il y a le stage au Qatar. Alors, je sais pas à quelle date ils l'ont mis, mais il me semble qu'il y a 4-5 jours, mais je vois pas où est-ce qu'ils... Oui, moi aussi. Mais en fait, comme ils ont mis le match de Coupe de France le lundi soir, soit ils partent direct du mardi au vendredi, soit ils vont... Ah oui, c'est oui, parce que le Lyon, c'est le 9, tu as dit, Hugo. Hein. Ouais. 9 janvier, 3. Ah oui, tu peux partir 3-4 jours, effectivement, et revenir. D'accord, ok, oui, c'est vrai. C'est bien ça. Pour travailler Lyon, c'est parfait ça. Les voyages et tout. Bah d'ailleurs, c'est surtout la météo. Oui, la météo aussi. Tu vas aller à 28 degrés, tu reviens la veille, il fait -2 à Paris, t'es bien. Justement, là, vous parlais de météo et de voyage. La dernière question qui était posée à Pochettino, vous donnez sa réponse. Vous terminez l'année 2021 en tête du classement. Et quel bilan tirez-vous des 6 premiers mois de cette saison 2021-2022? Ça permettra de nous projeter. Mauricio Pochettino répond: au niveau de nos résultats, ils sont pour l'instant conformes dans les 3 compétitions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Ils sont corrects, je crois. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. On cherche la meilleure manière d'organiser l'équipe pour jouer de la façon dont on souhaite le faire. Et là, c'est cette partie-là qui m'intéresse un peu plus. Ces 4 premiers mois de compétition ont coïncidé avec une grosse densité de matchs et beaucoup de voyages. On a également fait face à des circonstances empêchant que les pièces du puzzle se complètent et que tout fonctionne de la meilleure manière. Cela va venir avec le temps, on peut encore faire bien mieux. Mais l'idée générale est conforme à ce que l'on veut. Bon, Yacine, une fois qu'on a dit ça, hein, analyse de texte. Parce que celle-là, je l'avais prévu. Vas-y, Yacine. Alors, premier mot qui ne me va pas. Au niveau du rendement, on est toujours en recherche. Ça fait 12 mois que tu es là. Donc, au mois de mars dernier, tu nous as dit « Laissez-moi débuter la saison ». Donc, on t'a laissé débuter la saison. Tu débutes la saison et tu dis que tu es encore en recherche après 6 mois. Mais c'est en fait, toi, tu es un chercheur, quoi. C'est-à-dire que tu vas être tout le temps en recherche, finalement. C'est un mec du CNRS, Yacine, en fait. Hein? Il travaille au CNRS pour que tu... Non, mais laisse tomber. On cherche la meilleure manière d'organiser l'équipe pour jouer, de la façon dont on souhaite le faire. Mais c'est quoi la façon dont tu souhaites le faire? Mais explique-nous, c'est quoi que tu veux faire? C'est que moi, je sais pas, en fait. Il y a des matchs où tu es en transition, il y a des matchs où tu es en possession, il y a des matchs où tu es haut, il y a des matchs où tu es... C'est quoi que tu veux faire? En plus, Yacine, si tu prends l'interview du JDD et celle qu'il a fait dans l'équipe, il se contredit parce qu'il dit qu'en gros, non, on n'installe rien, il faut juste gagner. Exactement. D'ailleurs, la veille du match, il est revenu là-dessus en disant on essaye toujours de gagner, mais on aimerait y mettre la manière. Mais c'est bizarre, il y a 3 semaines et demie, tu voulais pas mettre la manière. Ça se trouve, il s'est fait taper sur les doigts par rapport à ce qu'il a dit. Mais évidemment. Et donc, la dernière, on a fait beaucoup de voyages. Les autres clubs, ils jouent qu'à domicile. Hein. Donc, c'est normal que. C'est normal. Ils jouent qu'à domicile, donc eux, ils sont prêts. Pas de problème.
Ça va venir avec le temps. Encore une fois, le temps, c'est. Lui, le temps, je ne sais pas ce qu'il a avec le temps, mais franchement, c'est une histoire d'amour. Parce que son année en option, elle a été levée, donc il a le temps, en fait. Ouais, c'est ça. On peut encore faire bien mieux, mais l'idée générale est conforme à ce qu'on veut. Ouais. En fait, c'est bon, merci. C'est vraiment pas clair, quoi. C'est tout pour moi. Bonne journée à tous. Donc là, tout ce que tu as vu depuis 6 mois, c'est conforme à ce que tu veux. Non, mais surtout qu'il dit, on est en recherche, on tâtonne, il faut du temps, mais c'est conforme. Non, mais au secours. C'est pas clair, en fait. C'est bâclé. Si, il y a une chose qui est claire. C'est que, franchement, il est dépassé. Non, ouais. mais voilà. Mais encore une fois, et je promets que là, je suis très sérieux et c'est vraiment pour le défendre. Il est dépassé. Voilà. Il sait pas gérer ça. Les égos, le vestiaire, une direction qui l'abandonne, parce qu'il faut dire la vérité, on l'a dit là, il y a 3 semaines ou 2 semaines, une direction qui t'abandonne. Voilà. En fait, il essaie de garder la tête haute. Tu vois, la différence, c'est que lui, il est dans le politique, avec ses déclarations, elles sont un peu policées. Mais pour moi, c'est exactement la même chose que Tourelle, sur le fond, et pas sur la forme. Tourelle, il était dans la guerre. Yacine, avec Tourelle, on se marrait mieux quand même. Mais évidemment. Quand il disait allez dans le vestiaire leur dire si ça fait des couilles. J'allais reprendre celle-là parce que celle-là, elle est mythique. Tu vois, mais au moins, il était en guerre. Tu vois, genre le mec qui veut. Tu vois, là, tu as l'impression d'un mec, bon, je vais leur donner un peu, tu sais, je vais polisser tout ça. Je vais pas faire de vagues. Il se passera ce qui se passera, je m'en fous. L'autre, il était un peu dans le combat quand même, tu vois, genre un peu. Tu vois, la haine, genre, c'est lui ou moi, mais au moins, tu montres que quelque chose. Lui, tu as l'impression que c'est lui ou lui. C'est juste, voilà, quand ça devra sauter, bah, je sauterai et puis on passera à autre chose. Quoi. C'est comment... Je pense qu'on lui a fait comprendre, Yacine, qu'il fallait pas être trop critique envers le club, que son prédécesseur l'avait fait et que ça s'était plutôt mal fini. Et je pense qu'il sait que lui, aujourd'hui, il veut pas aller en frontal avec le club, il veut pas aller en frontal avec Leonardo, alors qu'on sait que ça se passe pas très bien avec Leonardo. On a appris plus tard que pendant le mercato, les joueurs qu'a pris Leonardo, il a pas forcément demandé l'avis de Pochettino. Pochettino avait des idées, personne n'a écouté ses idées. Donc non, il va pas aller. Moi, je pense que en fait, il cherche comme Tourelle, c'est-à-dire il attend qu'on le vire, sauf que de manière beaucoup plus diplomatique, parce que peut-être qu'il se dit, il faut pas non plus que je ternisse mon image. Je suis un entraîneur jeune, j'ai d'autres opportunités derrière le PSG. Donc moi, je pense qu'il attend tranquillement, calmement. Ça n'arrivera sans doute pas cet hiver, je ne pense pas. Mais l'été prochain, je pense que c'est la fin de l'aventure. Oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et le pire, c'est qu'avec les individualités que tu as, tu es quand même capable sur un match de faire un exploit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu te disais j'attends, de toute façon, il n'y aura rien. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire ouais, le PSG, franchement, quand tu vois ça, ça va être il faudrait un miracle. Mais en vérité, quand tu connais le PSG aussi, son histoire et les joueurs qui composent l'effectif, oui, ce serait un miracle par rapport au contenu, mais en fait, c'est archi jouable. Tu vois, c'est pas comme si tu partais jouer le Real avec Pancrate et Louis Ndoula devant. Tu vois. Surtout, Yacine, que c'est le Real, en fait. C'est-à-dire que les joueurs du PSG vont dire, voilà, là, c'est le Real, en fait. Ben oui. C'est pas un 8e contre Valence, contre Leipzig, tu vois, c'est le Real. Tu peux pas te louper. C'est-à-dire que tu es obligé d'être motivé, d'être à 100%, parce que si tu te fais sortir en 8e de finale avec l'équipe que tu as, c'est une humiliation, mais je vois même pas comment Pochettino il peut finir la saison si tu sors en 8e. Même c'est possible que les mecs aillent chercher Camara, des U19, qui a des bons résultats en plus. A priori, ça joue plutôt bien, etc. Mais si tu sors en 8e contre le Real, là, je te dis, la fin de saison, elle est chaotique. Ouais. C'est pire que ça va être pire que lorsqu'on s'était fait éliminer contre Manchester avec Tourelle. Rappelez-vous la fin de saison, qui était chaotique. Donc voilà. C'est pas bien ce que j'ai dit Pancrate et Lundela, j'aurais dû dire Cyril Pouget. Attends, mais moi je pensais que tu allais dire Mattia Kezman, moi. Moi aussi, tu vois, j'avais pire en fait. C'est pas bien parce que c'est les deux noms qui se sont venus, mais c'est pas bien parce qu'en plus Lundela c'était quand même un bon joueur. Oui, bah franchement, moi je te dis à l'époque c'était quand même ma période, on va dire. Non, mais c'est pas bien. C'était plutôt pas mal en attaque. Hein. Pouget, Kezman, je pense qu'on est pas mal. Ouais, voilà, là on était mieux. Bon. Je pense qu'on a été complet sur ce match. On a beaucoup parlé politique sportive autour du club, management, organisation. Donc c'est bien, ça fait un podcast très complet sur ce qu'il y avait à dire sur ce match et sur le Paris Saint-Germain en lui-même. Bon, on verra si on fait un petit podcast d'avant. On verra si le dernier de la saison, on vous tiendra au courant sur les réseaux si on en refait un d'ici là.
si Pochettino, peut-être, on apprend que il saute avant les fêtes, hein, ou pendant les fêtes, bon, ça serait un peu dégueulasse quand même, mais on verra ça. J'ai une petite info mercato, puis c'est Ah. vérifié. J'avais eu depuis 2 semaines, j'ai un peu creusé. C'est Leonardo c'est un joueur qui a été beaucoup cité du côté du Paris Saint-Germain, et même à l'époque d'Antero Henrique, c'est Milinkovic-Savic. Il semblerait que ce soit devenu la nouvelle lubie de Leonardo et qu'il discute avec ses représentants. Je pense pas que ce soit pour cet hiver. Je crois pas que Inzaghi le laissera quitter la Lazio. C'est Sarri, c'est Sarri. C'est Maurizio Sarri. Il est parti, oui, pardon. Sarri. Ah, Ouais, Sarri, pardon. Je pense pas qu'il le libérera en janvier, mais c'est vrai que voilà. Là, il est en milieu de terrain, il s'intéresse beaucoup à Milinkovic-Savic. Pour quand ça, faudra creuser encore un peu. D'ailleurs, il y a Rafinha qui va partir 6 mois après, hein, il me semble, alors à voir avec ou sans option d'achat, mais ça serait à la Real Sociedad. C'est les infos qui circulaient hier, j'ai vu. C'est sans option d'achat, je pense. En tout cas, ça fera de la place peut-être à Xabi Simons, hein, voilà, qu'on a vu jouer en Coupe de France, qui a été très intéressant, mais qui hier n'a joué que 0 minutes. Voilà. C'est vrai qu'il n'y avait pas besoin vu que le milieu fonctionnait très bien. Non, mais quand on ose mettre des tweets, moi en particulier, je l'ai vécu parce que j'ai mis un tweet sur Xabi Simons quand on avait tous vu son match en Coupe de France. On a osé me dire ouais, arrêtez avec votre lubie et votre polissage sur les jeunes. Ils ont pas ils ont pas l'expérience et ni les capacités pour répondre présent dans les matchs de Ligue 1, etc. J'ai dit oui, c'est vrai que notre milieu fonctionne très bien. On l'a encore vu hier. Il n'y a pas besoin de Xabi Simons. Wijnaldum, Gay et Herrera, c'était très bien hier. Voilà. Mais quand je vous dis qu'on est les supporters les plus ouf du monde, c'est-à-dire que nous on veut des Titi, mais on veut pas de Titi, on veut qu'ils jouent, mais on veut pas qu'ils jouent, et en même temps, quand ils sont pas bons 12 minutes, on les défonce, et quand ils sont bons, on les rabaisse. Ah, mais... On minimise. Mais nous, je vous dis, on est les supporters les plus fous. L'expérience. Comment tu vas avoir l'expérience? Il faut bien démarrer un jour. L'expérience, tu l'as en démarrant. De toute façon, voilà, quand tu vois. Surtout, par rapport à ce qu'ils montrent, t'as aucune certitude aujourd'hui qu'en Ligue 1, ça marcherait pas, puisque tu l'as jamais vu. Exactement. Mais on est les supporters les plus ouf, de toute façon. Je me rappelle, je vous dis le tweet exact, c'était, j'avais repris j'avais cité un tweet de Pochettino qui parlait sur Eurosport après le match, où il avait dit Xavi Simons, on a des bons joueurs au PSG, il a beaucoup de talent, les jeunes ont la possibilité de jouer parfois, mais il a dit ils doivent se perfectionner. Mais je suis très heureux de ce que j'ai vu. Et moi, j'avais repris en disant ils doivent se perfectionner. S'il était aussi exigeant avec certains joueurs de l'effectif pro, et donc il y a un tweetos qui m'a dit qui te dit qu'il ne l'est pas, avance des exemples de joueurs. Avance des exemples de joueurs qui sont mauvais titulaires, cette lèche sur les jeunes est tellement lolante. Bah, Herrera. Et oui, bah voilà, tout le monde a dit. Mais après, je cite lui parce qu'il y a d'autres tweetos de supporters parisiens. Je vais même pas mettre Kerrer parce que franchement, Kerrer, il est plutôt pas mal en début de saison. Même je le sors des trucs. Il y en a d'autres quand même. Gay depuis octobre, c'est dur. Gay depuis octobre. C'est vrai. Bah, comme Herrera, c'est-à-dire qu'ils avaient fait tous les deux un très bon début de saison. Bon, Herrera, depuis sa balade dans les bois, le pauvre, je pense qu'on l'a perdu. C'est la vérité. Il a voulu un peu voir les autochtones du bois de Boulogne. Ben voilà. Bon, en tout cas, voilà, j'avais répondu en disant qu'il s'agirait de regarder les matchs et le coaching de Pochettino parce qu'en gros, on a toujours des changements. Hier, hein, il y a le changement à la mi-temps. Mais sinon, le premier changement vraiment véritable, c'est à la 77e, il me semble. Hein. J'ai le match. Je vais en mettre dessus pour pas dire de bêtises, pour pas qu'on me reprenne après. Il fait rentrer le petit jeune devant, l'attaquant. 75e, la rentrée de Sekou Yansane. Comme si ça faisait pas au moins 20 minutes qu'on prenait l'eau en deuxième période. Mais bon, bref. Et donc, voilà, j'avais défendu Xavi Simons sur le fait que il aurait pu jouer. Hier, moi, je sais pas si, enfin, je pense qu'il aurait pu rentrer et puis essayer d'apporter. Je dis pas qu'il aurait changé la donne, hein, mais au moins lui donner quelques minutes. Et aussi voir un peu Michu. Honnêtement, là, c'est un jeune qui a du ballon, etc. Donne-lui un petit peu de temps de jeu. Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. Tu vois dans les équipes de Ligue 1, leur milieu de terrain, ils ont 20 ans, 21 ans, 19 ans, et ils jouent. C'est pas une question, il faut les mettre dans le bain. Et surtout, si tu veux le garder, si tu veux qu'il signe, il prolonge, il faut lui montrer que tu as besoin de lui, que tu lui fais confiance. Moi, je vous dis, ils vont tous se barrer. Et parmi ces jeunes-là, je dis pas que tous, mais il y en a un ou deux, honnêtement. Mais oui. Voilà. Ils peuvent être utiles en rotation, évidemment. On fait pas du militantisme pour jeunes, etc. Pour remettre tous les jeunes du centre de formation. On dit juste qu'il y en a 2 ou 3, on voit dans les autres équipes, et ils ont leur chance. Et on a l'impression qu'au PSG, si t'as pas minimum 25 ans et 200 matchs de Ligue des Champions et championnats cumulés derrière toi, tu peux pas jouer, quoi. Et regarde Hugo.
Moussa Diaby, on parlait de Di Maria tout à l'heure. Tu vois, alors, je sais bien que c'est difficile pour Diaby de rester avec tous les joueurs qu'il y avait, mais si tu avais réussi à le convaincre, parce qu'il avait eu du temps de jeu l'année où il est parti. Tourelle lui avait donné beaucoup de temps de jeu. Hein. Ouais. Nkunku, pareil, tu vois. Tu vois, ces deux joueurs-là, Nkunku et Diaby, je suis sûr que, alors, peut-être que eux auraient refusé d'être dans la rotation parce que c'est normal. À un moment, tu veux jouer, tu as des qualités, tu as confiance en toi, mais tu vois, c'est typiquement deux exemples que tu aurais pu garder, leur donner pas mal de temps de jeu, tu vois, pour les mettre en concurrence avec certaines stars du PSG. Et c'est des mecs qui avaient des kilomètres au compteur, c'est pas des mecs qui avaient pas d'expérience, tu vois. Bon, on a décidé de se séparer parce qu'il y avait une belle somme à la clé. Et c'est des mecs qui mouillent le maillot, c'est des mecs qui ont été formés au PSG, toi. C'est des mecs qui auraient vraiment mouillé le maillot. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu garder peut-être Diaby devant. Et là, je pense qu'il aurait pas mal dépanné. Aujourd'hui, il est international, hein, Moussa Diaby. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, on les voit pas être très performants sur les pelouses de Bundesliga tous les week-ends. Yacine, Exactement. Je sais pas, tu voulais dire quelque chose? Non, je te voyais. Non, de toute façon, vous connaissez mon avis sur les jeunes. Moi, je reste persuadé que tant que tu l'aimais pas, tu peux pas raconter ta vie. Voilà. Et en plus, tu peux même pas te dire en U19, c'est limite et tout, parce que c'est un autre contexte. Tu joues avec d'autres joueurs, le niveau. Et... Voilà. Donc, tant que tu les as pas vus, et je parle pas de 12 minutes, je parle de 3, 4, 5 matchs, bah, tu peux pas juger. Voilà, tu peux pas dire. C'est facile de dire Moussiala au Bayern, mais Moussiala, il est trop fort. Mais vous le saviez, vous, qu'il était trop fort avant qu'il joue au Bayern? Genre, vous saviez d'avance que lui, c'était un crack et qu'il allait jouer, mais arrêtez vos bêtises. En dessous, Fati, Gavi. Et Gavi, il joue depuis cette année. Mais 17 vous ans. saviez tous que Gavi, il allait être exceptionnel. Mais vous êtes des menteurs. C'est juste qu'on lui a donné sa chance. Voilà. Il a saisi. On lui donne du temps de jeu, il progresse. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Aussi parce que Barcelone, alors pour le cas de Gavi, c'est vrai que Barcelone n'a pas trop les moyens de recruter et ils sont peut-être revenus aussi un peu à la base, un peu comme lui, peut-être. Il profite de la situation. Bien sûr, évidemment. Et encore une fois, s'ils avaient de l'argent, tu vois, s'ils n'étaient pas dans cette difficulté, est-ce qu'il aurait eu autant de temps de jeu? C'est dans ce sens-là. Peut-être. Ricky Puig, il y a 2 ans, il joue beaucoup, alors qu'il y a quand même encore des joueurs au Barça. Enfin voilà, je veux dire, le Barça, c'est aussi une culture. Oui, puis t'as le temps de jeu aux pareil, même s'il n'est pas formé à Munich, le jeune Davis, ils l'ont pris. Ouais. Tu vois, il a joué. Tu vois, ils lui ont donné du temps de jeu. Et pourtant, il y avait du lourd sur le banc. Mais il a joué. Parce qu'il était performant, tout simplement. Je terminerai avec la réponse du Tutos parce que c'est ce qui m'énerve chez certains supporters du Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est une minorité. Mais quand je défendais Simons, il m'a dit effectivement aujourd'hui vous vous enflammez sur Simons, mais ce serait la pire des choses que de le cramer comme vous voulez le faire. Ce jeune a le temps d'intégrer le groupe pro. Mais ça veut rien dire cette phrase parce que si tu le mets pas, comment veux-tu le cramer? Je ne supporte plus ce genre de phrase. J'ai même pas répondu parce que ça devient insupportable. Mais les mecs te disent vous allez le cramer, laissez le temps. Mais il a le temps d'intégrer le banc. Il est tout le temps sur le banc ou en tribune. Ça va, il a intégré le groupe pro. Il a vécu à l'entraînement tous les jours. Il a pas besoin, si tu veux. La phrase, le cramer, alors que tu le fais pas jouer. Mais comment veux-tu le cramer? Dans ce cas-là, Gavi, il joue jamais parce que tu le crames, il a 17 ans. Enfin, bref. Mais tu peux le cramer aussi en ne jouant pas, au cas où. Mais... Voilà, non, mais ça. Mais je pense que c'est plus ça qu'on a été. Ah oui. Évidemment. Surtout qu'on parle beaucoup de retour au FC Barcelone hein, pour Xavi Simons. Alors on verra comment ça va se passer, mais il y a des discussions. Hein, Mousse, je sais pas si tu as des infos, mais c'est. Non, mais évidemment, le joueur il est pas content. Un peu comme Kai Squeeze, hein, c'est la même histoire. Les deux viennent du même club, les deux ont été promis à un avenir brillant et aujourd'hui, ils brillent en U19, mais voilà, c'est pas suffisant. Et je pense que pour le garder, il va vraiment falloir lui vendre un vrai projet en lui disant voilà, on va t'utiliser, je vais t'utiliser. Il faut que Pochettino lui montre qu'il a besoin de lui et qu'il lui vend un projet. Tu vas peut-être la doublure d'un tel, je te ferai rentrer dans la rotation, tu vas grimper des minutes. Ou bien est-ce que tu préfères on te prolonge et on te prête une année derrière pour que tu te fasses les dents. Voilà. Après, l'argument financier il sera important parce que même si Barcelone veut le récupérer, Barcelone ne pourra jamais offrir en termes de salaire ce que Paris peut lui proposer. Et Paris, quand ils veulent garder un joueur, la seule arme qu'ils ont, c'est qu'ils sortent le chéquier. C'est même pas tant dans le projet. C'est ok, on te donne le double. Ok, je reste. Et voilà, c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça peut se passer. Voilà. On verra bien. Et on suivra ça évidemment le dossier, comme pour tous les autres jeunes qui sont susceptibles de partir du fait de leur peu de temps de jeu. Merci à vous deux, Yacine et Mousse. Merci aussi à toi qui a été avec nous pendant 1 heure pour ce podcast. Peut-être le dernier de l'année, on verra en fonction de ce qui se passe aussi du côté de notre club préféré.
parce qu'il se passe toujours des choses tous les jours, évidemment, avec le Paris Saint-Germain. Prochain match, donc, le 1er janvier pour le début de l'année 2022, et puis le premier match de Ligue 1, donc, pour l'année 2022, sera contre l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Il y aura évidemment encore beaucoup de choses à dire dans ce podcast sur les matchs qui arrivent. Merci à vous deux, et puis on vous souhaite, si jamais on ne se revoit pas, on souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde. Ah, c'est ça, voilà. Voilà, souhaiter de bonnes fêtes, de vous remercier pour tous les commentaires, pour les likes, pour les échanges avec vous qu'on a eu toute cette année 2021, qui a fait grandir le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à le regarder, toujours votre bienveillance et vos arguments aussi pour discuter de tous les sujets dont on cause dans le podcast. Donc vous remercier une nouvelle fois parce que c'est aussi grâce à vous qu'on arrive à faire ce podcast chaque semaine, parce que c'est aussi pour vous qu'on fait ce podcast avec plaisir et on discute du Paris Saint-Germain. Mousse, tu veux ajouter un petit commentaire en tant que directeur de la rédaction de Paris United? Ouais, non, juste remercier tous les gens qui nous suivent sur les réseaux, sur YouTube, les remercier pour leur fidélité, pour le podcast et les interviews qu'on fait, les minutes coach de Yacine. Vous souhaitez de très bonnes fêtes, surtout de Noël. Je sais pas si on se reverra avant le jour de l'an, mais c'est possible qu'on fasse un petit bilan, un podcast bilan, un peu même si on en a parlé un peu, mais peut-être avec d'autres intervenants. Peut-être aussi parler s'il y a des infos un peu transfert, etc. On verra ce qu'il est possible de faire. En tout cas, prenez soin de vous, doucement sur demain pendant le réveillon. Mangez doucement, tranquillement, pas de crise de foie. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, moi, je vous dis, voilà, à la semaine prochaine. À bientôt, en tout cas. Yacine, un petit mot pour ceux qui nous suivent, avec qui on échange tous les jours, même en plus du podcast, c'est vrai que Moussa a raison de le dire, sur Twitter, sur les minutes de coach Yacine, sur l'interview aussi qu'il a fait avec Julien Cazard, Mousse qui fonctionne très bien, qui a plus de 10 000 vues déjà sur la sortie de son livre, etc. Yacine. Ouais, je vais un peu vous paraphraser, mais voilà, merci à tous parce que je pense que malgré tout, dans 98% des cas, les commentaires sont plutôt bienveillants, il y a des débats intéressants. On n'est pas toujours d'accord et ça c'est normal, mais c'est fait poliment et avec respect, donc c'est très bien parce que ça évite les insultes à deux balles ou les commentaires qui servent à rien. Voilà, donc merci à tous et puis leur souhaiter de bonnes fêtes et puis terminer en disant que même si c'est marrant le podcast des fois quand on est énervé et tout, on a vraiment envie de voir le PSG bien jouer, nous faire kiffer, gagner et faire des podcasts où on s'éclaterait, quoi. On aurait le sourire, où on parlerait que de positif. Voilà, c'est pas un jeu, c'est marrant une fois ou deux, mais moi, des fois, quand je vois les tweets, des fois, en disant, ouais, je pense déjà à la tête de Yacine énervé demain, c'est marrant, parce que ça fait, tu sais, c'est un échange. Mais ça me fait pas rire, parce qu'en fait, tu vois, je passe pour le mec qui est grognon, mais en fait, moi, je rêve que de ça, de venir et de dire, ah, hier, c'est bon, les gars, je me suis éclaté, j'attends ça depuis 10 ans, enfin bref, voilà, quoi. Donc, bien dire que c'est pas un plaisir non plus de taper sur Pochettino et compagnie, c'est. Voilà, honnêtement, on a souvent, quand même, malgré tout, on a quand même souvent le sourire, même Yacine, oui. C'est vrai qu'on s'amuse de ça, mais on le fait toujours quand même on essaye de pas avoir des têtes d'enterrement, que l'ambiance soit pas morose. On essaye de le faire avec le sourire et c'est vrai, il a raison Yacine, nous ce qu'on aimerait c'est vraiment qu'il y ait du jeu, qu'on puisse kiffer, qu'on puisse comparer Paris à City, à Liverpool, à Bayern. C'est comme ça, mais en même temps c'est le PSG, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, ce club, c'est que on l'a dit, ils ont fait une année bidon et ça se trouve ils colleront une raclée à Madrid et c'est l'histoire de notre, c'est comme ça. Écoute, c'est comme ça. Un petit mot aussi pour remercier tous les intervenants dans le podcast qui viennent régulièrement avec nous. Je vais en oublier, donc je vais pas te les citer parce que je vais en oublier, mais bon, Nico qui est souvent là, Clément, Cédric qui était avec nous, Sacha Tavolieri, Romain Bédouc, Jean-Baptiste Guégan, il y en a plein d'autres qui sont venus avec nous. Samy qui est tout le temps avec nous. Tripi Maconda, Thibaut Leplat qui me reviennent, et il y en aura d'autres évidemment, des nouveaux, on vous tiendra au courant, mais voilà, c'est important aussi d'avoir, parce que Jean-Michel Badian est venu aussi avec nous, Jean-Michel Badian, un joueur formé au PSG, ex-joueur du PSG. Voilà, je t'embrasse, Jean-Michel, mon ami, et on espère te revoir aussi parmi nous l'année prochaine. Et merci à tous ceux qui ont accepté, Thibaut Leplat aussi qui était venu avec nous, c'est toujours intéressant. Donc voilà, on essaye de diversifier. Alex de Castro qui était là avec nous, d'ailleurs qui a pris quelques commentaires négatifs parce que les gens pensent qu'il est venu en qualité de supporter niçois. Nous, on a invité Alex de Castro en qualité de journaliste, parce qu'il avait fait une vidéo qui, selon nous, était intéressante sur Messi, et on l'a pas invité un supporter, on l'a invité en tant que journaliste. Donc, il faut pas tout mélanger. Et c'est des gens qui viennent, je le répète, tous ceux qui viennent, moi, Yacine, tout le monde, on n'est pas payé pour ça.
on prend notre temps parce qu'on aime notre club, on aime parler du PSG et on essaye de faire une émission plutôt cohérente. Et tous les gens qui viennent, ils viennent de manière bénévole. Donc quand je vois les mecs dire ouais, ça sert à rien, n'invitez pas, il est pas. Non, s'il est intéressant, nous on l'invite, qu'il soit supporter de tel club ou tel club, ça c'est pas notre problème. Voilà. C'était juste pour faire une petite mise au point. Ah, mais t'as bien fait. En tout cas, il y aura d'autres intervenants qui viendront avec plaisir et c'est important d'avoir des avis différents et qui ramènent un peu de fraîcheur au podcast aussi parce que je sais que vous aimez bien quand il y a souvent l'équipe habituelle ou que ce soit Clément ou Nico qui sont les intervenants les plus réguliers, même Samy Mochtabi qui en a fait très souvent d'ailleurs cette saison, mais voilà, c'est bien d'avoir du 109 de temps en temps pour le podcast. Merci à tous, bonne fête de fin d'année et puis on se dit au prochain podcast. Salut à tous.